Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Énum, l'émission. L'Énum, l'émission, c'est votre rendez-vous sur l'actu tech préparé par la rédaction des Numériques. Nous sommes en juin 2018 et forcément, en juin 2018, il s'est passé pas mal de choses, dont la fameuse conférence WWDC d'Apple, qui va être notre sujet central ce mois-ci. On va assez longuement revenir sur cet événement qui est toujours assez attendu par la communauté, à la fois des développeurs, évidemment des amateurs de produits Apple. On va voir si ça nous a déçus ou pas. Vous allez voir qu'il n'y aura pas forcément que des satisfactions. Nous allons parler en actu également ce mois-ci de Microsoft qui rachète GitHub, de Asus qui cède à la mode des smartphones gamers. On va parler également de Elon Musk qui est un peu le VRP de ses propres sociétés, mais pour des intérêts un peu personnels, comme vous allez le voir. Et on va parler enfin de Spotify qui a toujours des petits soucis entre son service Connect et certaines enceintes. Notre rubrique produit sera ce mois-ci consacrée au BlackBerry K2. Oui, nous sommes en 2018, je vous rassure, on n'est pas en 2006, 2004, plutôt 2008. En 2008, ouais, c'est ça. On parlera également des Intra Hawks et de Amazon Echo qui arrivent enfin en France. Et oui, enfin. Et oui, exactement. Et enfin, on terminera par notre rubrique culturelle où on va pouvoir vous faire quelques petites recommandations. Et donc, sans transition, nous allons tout de suite passer aux actus. Pour cette rubrique actu, j'ai autour de la table Florian. Bonjour Florian, je n'ai pas fait les présentations jusqu'à présent. Comment vas-tu ? Ça va très bien, toi. Ça va très bien. Il y a Marie qui est là également. Bonjour Marie. Il y a Mathieu. Salut Jika, bonjour tout le monde. Bonjour Mathieu et Corentin. Bonjour à tous. Alors justement, tiens Corentin, tu gardes la main puisque c'est toi qui commence. Tu vas nous parler de Microsoft qui a fait qui s'est offert un petit service, un petit site web. Voilà, Microsoft s'est un peu fait plaisir puisqu'il a tout récemment racheté le service GitHub. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est GitHub, c'est un service d'hébergement et de gestion de développement de logiciels. C'est extrêmement utilisé et extrêmement prisé, notamment par les partisans de l'open source, puisque ça utilise un protocole qu'on appelle Git, qui a été développé par Linus Torvald, le papa de Linux. Ah bah oui, le fameux. Je ne vais pas revenir en intégralité, mais j'essaie d'être le plus précis possible, parce que les gens qui utilisent GitHub vont m'attaquer si je ne donne pas toutes les informations. Tu risques de te faire immoler par le feu en sortant de Mais justement, en parlant d'immoler par le feu, il y a eu des rumeurs en fin de semaine dernière de Microsoft qui rachetait GitHub, et pour certains développeurs, c'était un peu un cas d'immolation par le feu, puisque on se souvient que Microsoft avait pas une super bonne entente en tout cas avec les partisans de l'open source il y a quelques dizaines d'années. Historiquement, Microsoft et l'open source, c'est les deux opposés, quoi. Exactement, il y a quand même le PDG, l'ancien PDG de Microsoft qui avait traité Linux de cancer, donc voilà, on était sur un level d'appréciation notable, et donc ça a forcément un peu fait peur aux partisans de GitHub et aux utilisateurs de GitHub, mais il faut quand même admettre que Microsoft a largement changé la donne depuis quelques temps. C'était depuis longtemps un participateur actif sur la plateforme GitHub, qui développait la plateforme, qui utilisait les logiciels de GitHub. Donc il y a eu une petite frayeur, mais quand on prend les choses avec un tout petit peu de recul, on se dit que le Microsoft de 2018 n'est plus le Microsoft des années 90. Néanmoins, forcément, voir un des GAFAM racheter un petit service indépendant, c'est jamais très plaisant pour les partisans de l'open source, mais Microsoft s'est assuré que rien n'allait changer, qu'ils avaient, je cite, racheté GitHub parce qu'ils aiment bien GitHub, ce qui est... c'est mieux. Tu dépenses combien, un milliard et demi, je crois. Je crois que la somme n'a pas été encore dévoilée, ça devrait le deal devrait se clore d'ici à la fin de l'année, le temps que tous les participants et toutes les autorités de régulation américaines approuvent tout ça. Ça va prendre du temps comme d'habitude. Ça va prendre du temps comme d'habitude, et faut bien admettre que c'est pas non plus c'est pas une petite acquisition d'une petite boîte. GitHub était quand même un très gros service. Et Microsoft a promis de rendre GitHub encore meilleur. Ils vont nommer un nouveau PDG à la tête de ça, et ils vont dans les prochains mois intégrer GitHub à leur outil Visual Studio, qui est un outil de développement intégré à Windows. Donc en fait, Microsoft, où je trouve son intérêt là-dedans, c'est de se dire, on va racheter une des plateformes les plus utilisées pour le développement et le partage de logiciels, on va l'intégrer à nos services, ce qui va faire que de plus en plus de développeurs qui vont utiliser nos services vont avoir accès à un outil qu'ils connaissent bien, qu'ils apprécient, et donc notre plateforme va être d'autant plus séduisante pour tous ces gens-là.
Après, il y a quand même eu un petit vent de protestation, puisque GitLab, l'autre service très connu des développeurs pour héberger leur code source, a connu, je crois, le lendemain de l'annonce, une croissance il y avait 10 fois plus de projets qui étaient soumis à GitLab que sur un jour normal. Donc on sent que ça, c'est une acquisition qui est quand même faite un peu dans le... Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'expectative et qui se demandent comment Microsoft va gérer ça, et ça ne rassure pas forcément, nécessairement, tous les développeurs d'applications. En même temps, récemment, les récents rachats qu'ils ont fait, a priori, ça se passe plutôt bien. Quand tu vois LinkedIn ou même Mojang, j'ai l'impression qu'ils ont gardé un peu leur indépendance. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils fassent... justement, s'ils ont racheté GitHub, c'est peut-être pour les valeurs que le truc véhicule, etc. Voilà, disons que... On peut se dire que Satya Nadella, le nouveau PDG de Microsoft, a une vision un peu différente de ce qu'avait Gates et l'autre PDG, donc Ballmer. Avant. Oui. Pour Satya Nadella, Microsoft veut être partout, mais veut pas forcément tout contrôler. Donc on peut se dire que pareil que Skype, que LinkedIn et toutes ces choses-là, on rachète des logiciels de qualité, on rachète des services de qualité, on les laisse tourner tout en les intégrant chez nous, mais on va pas forcément les court-circuiter et en faire quelque chose de complètement moisi, comme ça a pu l'être le cas sur d'autres trucs. D'accord, ok. Des choses à ajouter ou... Non, moi je pense que c'est aussi une manière pour Microsoft de donner une image par rapport à des développeurs qui sont indépendants, qui sont très attachés à l'open source, et qui, comme ça, vont peut-être avoir une image un peu moins diabolique de Microsoft, et rapprocher tout simplement les communautés de développeurs. Ça peut être que bénéfique à Microsoft, qui lui a aussi ses plateformes propriétaires à côté. Ouais, en espérant que qu'en termes d'image, cette histoire, ça se tasse un petit peu, mais je pense qu'a priori, ça devrait plutôt bien se passer à terme. C'est le genre de mariage qui fait toujours peur. De toute manière, et dans la communauté de développeurs encore plus, je pense que les gens de la communauté de développeurs sont peut-être parfois un peu énervés, exagèrent un peu certaines fois leurs réactions. Fais attention. Mais oui, il faut faire très attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de mariage qui fait toujours peur, et à Microsoft, maintenant, c'est eux qui ont les clés, en fait, de faire que ça se passe bien. Exactement. Donc si on a dit des bêtises, vous pouvez nous envoyer des insultes. On est @JKLoret sur Ouais. Twitter. On aurait dû demander à notre équipe de développement ce qu'ils en pensaient d'ailleurs de tout ça. Merci Corentin. Je vais prendre la main pour la suite de l'actu, puisque ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, mais si peut-être que j'ai quelques salles encore, mais je reviens du Computex au moment en tout cas on enregistre, et je suis allé au Computex et il y avait beaucoup d'annonces forcément. Alors le Computex, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, c'est le salon de l'informatique à Taïwan, donc c'est à Taipei, la capitale de Taïwan, et qui dit Taïwan dit forcément grosse présence des constructeurs taïwanais, Acer, Gigabyte, MSI et Asus, et surtout Asus pour le coup cette année, puisqu'ils avaient énormément beaucoup de choses à annoncer, dont un fameux ROG Phone. Et oui, voilà, il fallait lâcher le morceau. Donc il est en rumeur depuis longtemps, et le ROG Phone est une réalité. Alors le ROG Phone, je rappelle que ROG c'est la marque gamer, ça veut dire Republic of Gamers, c'est la marque gamer d'Asus, et donc ils ont officialisé leur smartphone ROG, donc un smartphone gamer. Voilà, qui, mine de rien, alors on se moque, on s'est beaucoup moqué, même dans le pilote, je crois qu'on avait déjà parlé de smartphone gamer. Moi, tout de suite, je pense qu'il faut tout de suite crever l'abcès. Est-ce qu'il y a un néon? Non, il n'y a pas de RGB, figure-toi. Incroyable. Il n'y a pas de RGB, et il est même relativement sobre. Est-ce qu'il y a des angles très acérés? Pas trop, c'est relativement... Il y a quand même quelques petites diagonales, tu vois, à l'arrière, pour faire un peu agressif, tu vois. Mais globalement, c'est un smartphone relativement sobre, qui a à peu près le format d'un Zenfone 5 Max, non, Lite, je sais plus, Corentin. Tu vois, je sais plus. En gros, il fait... c'est un écran de 6 pouces. Il y a vraiment toutes les specs d'un téléphone très haut de gamme. C'est un Snapdragon 845, je vais pas dérouler les specs maintenant. Mais j'ai été relativement agréablement surpris par ce téléphone. Il y a quand même je ne pensais pas dire ça. Une spec qu'il faut dérouler parce qu'elle est assez atypique sur ce téléphone. C'est un téléphone qui n'a pas une ni deux, mais 3 prises USB-C. Alors voilà, le nouveau standard de USB-C. Mais alors, tu te moques, mais pour moi c'est une bonne idée, parce qu'en fait, alors c'est pas facile à expliquer à l'audio, mais bon, sur les smartphones, la prise est située toujours en bas, dans la partie, sur la tranche qui est la moins large. Là, ils ont rajouté deux prises sur les tranches la plus large, pour qu'en fait, quand on joue au format paysage, donc à un jeu type PUBG, Fortnite, on puisse le recharger sans galérer avec la prise USB. Ce qui est pas bête en soi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ouais, des fois le câble qui part sur le côté, le câble qui part de ce côté, des fois ça donne justement une prise en main. Ouais, ça peut donner une petite ergonomie, mais rien ne t'empêche de brancher le câble USB sur le côté aussi. Quand tu regardes Netflix aussi. Ouais, voilà. Ouais, aussi, ouais. Après, je pense à un autre truc aussi beaucoup plus simple. Est-ce qu'il y a une prise jack sur ce téléphone?
Alors il y en a une, mais bon, supposons que par exemple à l'avenir, ça se généralise un peu les téléphones, il n'y a pas de prise jack. Oui. Avoir 2 voire plus ports USB-C, c'est-à-dire ça veut déjà dire tout simplement que écouter de la musique et recharger son téléphone en même temps, ce sera à nouveau possible. Vous vous souvenez de l'époque où c'était systématique, on pouvait tout le temps le faire, ça? C'était merveilleux, non? C'était merveilleux, effectivement. C'était il n'y a pas si longtemps. Tu sais qu'ils ont annoncé, enfin vous avez vu, mais ils ont annoncé un casque USB-C aussi, Rogue, mais ça, on va peut-être pas en parler maintenant. Mais ça c'est Windows en plus, c'est pas pour. Ouais, voilà, c'est pour Windows. Mais alors qu'est-ce qu'il a de si gamer? Alors en fait, au-delà effectivement d'un Snapdragon 845, qui est d'après eux, Qualcomm est venu sur scène pour dire qu'il avait optimisé pour le smartphone, etc. Ok. Il est fourni avec des petits accessoires. Enfin, il n'est pas fourni justement. Les accessoires seront en rab. Le seul truc qui sera inclus, c'est que c'est quand même le premier smartphone avec un système de refroidissement actif que tu peux coller sur le téléphone pour éviter que ça chauffe trop et que tu puisses continuer. Non, c'est une sorte de petit clip en fait que tu mets derrière le téléphone et c'est un petit ventilateur en fait qui évacue la chaleur. Si, je te jure. Donc au final, ton téléphone commence à être un peu volumineux, sachant que c'est un truc de 6 pouces, je te rappelle. Donc c'est quand même pas mal. Mais donc il y a une GTX 1060 dedans, comment ça se passe? Non, même pas. Oui, c'est ça, c'est un petit module avec une carte graphique de 30 cm, tu sais, que tu colles derrière. Et tu l'alimentes avec un des ports USB, ce ventilateur? Ouais, non, oui, c'est ça, tu le connectes en USB avec sur le port USB-C et ça permet au refroidissement de se mettre en marche. Voilà, il y a aussi quand même un truc pas trop mal, je trouve, c'est un système un peu façon Switch, c'est une petite bande qui va permettre de transmettre sans fil l'image du téléphone vers la télé. Bon, pourquoi pas. Il y a un système qui transforme ton téléphone, excusez-moi, j'ai envie de rire parce que c'est un peu bizarre, ton téléphone en 3DS, c'est-à-dire que c'est une sorte de coque avec un deuxième écran et quand tu mets le téléphone au-dessus dans la partie supérieure, tu te retrouves avec une sorte de console à 2 écrans, mais sans aucun bouton physique. Donc c'est un petit peu, c'est pas très très convaincant et surtout que le truc est énorme, lourd et tient assez mal en place. Il y a une manette évidemment où tu vas clipper ton téléphone dans la manette. Ils ont quand même fait quelques petits efforts d'accessoires, contrairement à d'autres smartphones gamers qu'on avait vu arriver avec effectivement des néons, mais qui n'avaient rien de gamer. En fait, on se moque beaucoup, mais au moins ils ont pensé le truc en tant que vraiment objet de jeu vidéo. Le smartphone le plus gamer. C'est ça. C'est celui qui porte le mieux son nom. Et mine de rien, même si moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'intéresse toujours pas. Pas du tout. Moi, je joue à Matchland depuis 1 an et demi sur mon téléphone, qui est un truc qui tourne sur un téléphone d'il y a 3 ans, quoi. Donc voilà, je suis pas plus convaincu, mais au moins ils font l'effort de, ok, enfin smartphone gamer, on y va à fond, quoi. À vrai dire, le seul potentiel problème qu'on peut trouver à un smartphone gamer qui soit édité par Asus, par Xiaomi ou 1000 autres, c'est que c'est pas vraiment l'appareil qui va poser problème, c'est le contenu, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur Android, on a accès aux mêmes applications que tous les autres téléphones, et c'est pas forcément, il n'y a pas de titre exclusif au ROG ou quoi que ce soit, et qui dit qu'on jouera mieux à PUBG sur un smartphone ROG que sur un Galaxy S9? Pas grand chose, à part effectivement le fait d'avoir une manette, mais qui a priori sera compatible avec d'autres téléphones de toute façon. Oui, et typiquement en parlant de PUBG, en fait il y avait une démo d'un jeu qui s'appelle Free Fire que je connaissais pas, qui est un clone de PUBG, ni plus ni moins. En fait via une petite station d'accueil, tu peux transformer ton téléphone en plus ou moins PC parce qu'il se connecte sur un écran, clavier, souris, USB, etc. Et tu peux en fait paramétrer, tu peux binder toutes les touches virtuelles du jeu sur une touche de ton clavier. Donc ce qui fait que tu peux jouer comme si tu jouais sur un PC. C'est pareil, j'ai essayé le truc, ça fonctionne, mais c'est pas optimal, c'est des fonctions de niche très très niche. C'est des fonctions niche, et en vrai, pour le moment, ils n'ont pas annoncé de prix, mais le téléphone sera vendu donc avec uniquement le petit refroidisseur actif là, et en gros, il y aura un pack avec tous les accessoires. A priori, on ne pourra même pas acheter les accessoires un par un. Donc ça risque quand même de coûter très cher, parce que sachant qu'on est sur des specs d'un téléphone haut de gamme. Bon, je table sur un pack à 1 000 € avec peut-être plus de 1 000 € avec les accessoires, quoi. Alors que pour un quart du prix, vous achetez une Switch qui est sur architecture Android, qui a des vrais bons jeux. En passant. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci beaucoup, Corentin. Ensuite, c'est à Mathieu de nous parler de Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Elon Musk, on pourra en parler quasiment tous les jours, tant il est présent dans l'actualité. On pourra faire un podcast que sur Elon Musk. Tout à fait. Et en fait, c'est sa spécialité en fait, de faire la com de ses boîtes, c'est son rôle. Il a investi dans pas mal d'entreprises, notamment Tesla, The Boring Company et SpaceX. C'est les 3 dont on parle le plus. Bien sûr. Et là, il a réussi un nouveau tour de passe-passe assez rigolo. Bon, il y a plein de milliards en jeu derrière, donc on dit rigolo, mais c'est quand même quelque chose de sérieux. En fait, il y a un article incendiaire qui est paru il y a quelques jours sur les difficultés de Tesla à produire sa Model 3 comme il fallait, et surtout à cramer beaucoup d'argent et de matières premières pour réussir à tenir les rythmes de production vanté par Elon Musk et promis. Et du coup, l'action Tesla a évidemment été un peu chahutée suite à cela. Et
le timing était parfait, puisque 2 jours après se tenait l'Assemblée Générale des actionnaires de Tesla, et Elon Musk a pu réagir en direct sur scène à toutes ces polémiques, et il s'en est sorti, comme vous vous en doutez, de main de maître, parce qu'au sortir de sa conférence et de son intervention, et quelques heures après, le titre Tesla était remonté de 10% en bourse. Magique. Donc ça, c'est assez magique, il y en a certains qui savent faire ça, lui il sait le faire, il le fait très bien. Donc il a évidemment tempéré toutes les critiques qui étaient faites contre Tesla. Il a rassuré les actionnaires, il a fait de nouvelles promesses toujours plus ambitieuses sur la production de ce modèle, puis d'autres modèles de Tesla. Il a donné en fait tout simplement envie aux actionnaires de continuer à le suivre. Il a reconnu avoir un problème avec les dates. Ça a fait rigoler beaucoup de monde, parce qu'effectivement Elon Musk, depuis on va dire 10-15 ans, à chaque fois qu'il annonce un projet, on lui demande ce sera pour quand, et puis il est là, il sort une date, et en fait il a toujours entre 6 mois au mieux et 4 ans de retard. 4 ans de retard, donc il a reconnu avoir un petit problème sur les dates. Il a dit qu'il se soignait, donc il essayait d'être moins optimiste il a fait dans des ses blagues projets. Et tout, quoi, les gens rigolaient. À l'américaine. C'est ça. À l'américaine. Mais alors il faut pas oublier quelque chose, c'est que chez Tesla notamment, Elon Musk a un contrat un peu particulier à la tête de cette entreprise. Sa rémunération, elle est indexée notamment au niveau des bonus sur la capitalisation boursière de l'entreprise. Donc il a tout intérêt à ce que le cours reste haut, parce que plus le cours est élevé, plus l'entreprise vaut cher en bourse, et plus lui peut toucher des bonus. Et des bonus très très élevés. On avait fait un article sur les numériques à ce sujet, et c'était vraiment stratosphérique. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça, il faut que sa rémunération, c'est le VRP de ses marques, mais en même temps il est intéressé à le faire. C'est normal, et encore plus grâce à ses contrats de rémunération sur les valorisations boursières. Alors la question, c'est de savoir si Elon Musk continuera à rassurer comme ça toujours, dès que Tesla, SpaceX ou tout ça est dans une mauvaise passe, qu'il y a des articles un petit peu incendiaires sur ces marques qui sortent, est-ce qu'il arrivera toujours à redresser la barre? Pour l'instant il y arrive, est-ce qu'il y arrivera toujours? C'est le meilleur RP de ses propres boîtes, quoi, de toute façon, en général. Mais... Il est très bon pour ça, et les gens continuent à lui faire confiance. C'est ça, ce que tu es en train de dire, c'est que Musk est de moins en moins l'entrepreneur fou qu'on connaissait il y a quelques temps, et de plus en plus le communicant de tous ces projets de Tesla, du voyage sur Mars et de toutes ces choses-là. On sent qu'il passe plus de temps à essayer de faire parler de soi, à essayer de faire parler de ses marques, qu'à essayer de faire progresser ses propres initiatives. Ce que lui reproche beaucoup de gens, c'est du coup d'en promettre toujours beaucoup, de faire des promesses, de promettre monts et merveilles à l'annonce de ses sociétés et puis de ses projets, et puis quand arrivent vraiment les produits, de revoir un peu ses ambitions à la baisse. Mais en même temps, pour l'instant, il tient quand même la plupart de ses grandes promesses, même si on l'imagine pas aller sur Mars avec 80 000 personnes en 2040, comme il avait dit. 2040, dans 22 ans. Quoi. Ouais, voilà, 80 000 personnes sur Mars. Si on a 4 déjà sur Mars dans 22 ans, c'est bien, tu vois. Mais bon, SpaceX marche, a un gros contrat avec la NASA. Tesla, finalement, livre des véhicules, et ça va de mieux en mieux, donc il devrait réussir à s'en sortir. Là, actuellement, c'est The Boring Company, c'est l'entreprise avec laquelle il veut créer un réseau tunnel sous Los Angeles, où là, il fait des énormes promesses. On est encore dans quelque chose de très abstrait. À voir là aussi comment il s'en sortira pour avoir un projet un peu plus structuré. Ça me fait penser ce que tu dis. Je sais pas si c'est le cas à Paris, mais j'ai pas l'impression. J'étais étonné à Taïwan du nombre de boutiques Tesla. J'avais plusieurs. Plusieurs fois, je suis tombé sur des grands showrooms Tesla. En France, il y a plusieurs. À Paris, je sais pas si on a. Une grosse dizaine de showrooms. À Paris, en région parisienne, il y en a quelques-uns. Il y en a un qui a ouvert il y a peu de temps d'ailleurs. Ah ouais. Il y a un gros showroom qui a ouvert à Paris. Je sais plus, Madeleine, je crois. Et il y en a certains dans les centres, même dans les centres commerciaux de région parisienne, il y en a certains qui ont ouvert. Alors des fois, c'est des boutiques éphémères. On peut revoir une Tesla pendant quelques mois, et puis. Mais bon, ça fait toujours son petit effet. Voilà, tu regardes, quoi. Mais en fait, Musk, sans vouloir faire de comparaison douteuse, c'est un peu le Steve Jobs de chez Tesla. J'ai cru que t'as pas Tony Stark, je dis arrêtez avec sa comparaison. Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple, a été quand même naturellement connu pour être le mec qui, par toutes les interventions, allait faire remonter le stock quoi qu'il se passe. Ça, c'est clair. C'était un magicien de la communication, quoi. Et Musk est doucement la fameuse bulle de distance de la réalité. C'est ça, on est en train de s'orienter vers un truc comme ça pour Tesla, pour Musk, même s'il écaille un peu son image avec des prises de position qui plaisent pas à tout le monde en ce moment, notamment d'où le conflit avec les journalistes. Mais il est en train de vraiment de cultiver cette image de magicien de la com, quoi. Il est RP, il est entrepreneur, mais il était ingénieur à l'origine.
C'est ça. À la base, il est ingénieur, et puis il y avait cette histoire comme quoi c'était un des fondateurs de PayPal, c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Alors je sais qu'il y a un peu de mythe derrière ça, mais c'est ça. Non, il a vraiment. C'est un des créateurs de PayPal. Il a gagné des milliards grâce à ça. Maintenant, il investit dans ses projets depuis une quinzaine d'années. Mais oui, non, c'est quelqu'un de très brillant. Au-delà de ça, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un ingénieur de formation. Et voilà, il se laisse emporter par ses ambitions, forcément, mais je pense qu'il sait quand même où il a les pieds et il gère quand même bien son truc. Il est pas là, il vend du rêve, mais il y a quand même du concret. On le voit, comme je disais, avec SpaceX. Et puis c'est des projets tellement sur le très long terme que forcément il y a beaucoup d'hypothétiques. Tout à fait. Ok, très bien, merci beaucoup Mathieu. Marie, tu vas terminer ces actions en nous parlant de Spotify. Oui, de Spotify Connect même, plus précisément encore, qui rencontre des petits problèmes depuis plus d'un mois maintenant. Je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait beaucoup de commentaires sur le site de Spotify et sur les réseaux sociaux. C'était le 8 mai. Donc ça commence à dater. Et puis, alors, il y a pas mal de matériel qui est concerné, principalement Yamaha. C'est des problèmes de compatibilité, en fait, avec le matériel. Spotify Connect avait déjà changé de plateforme technique en février dernier, mais là, ils avaient complètement assumé le truc en publiant une page avec le matériel qui était concerné. Et là, en fait, c'était au constructeur de publier ou pas une mise à jour. C'était à eux, puis certains étaient laissés sur le carreau. Là, par contre, c'est un silence total. Donc les personnes ont commencé à vraiment s'exprimer. Moi, j'ai publié la news donc le 8 mai. Il y a un très grand nombre de commentaires, en tout cas pour notre rubrique audio sur cette news. Donc il y a Yamaha, Gramophone, Pioneer, Panasonic, puis plein d'autres marques aussi pas très connues. Il y a une personne notamment dans nos commentaires qui venait d'acheter une Gold Phantom et ça ne fonctionne pas. Donc la Gold Phantom de De Vialet, je rappelle quand même, qui est... Ah oui, la fameuse, c'est voilà, elle. qui coûte environ 2600 €, voilà. Ouais, okay. Et le problème... Hein, pour avoir de l'unité, faut en acheter deux. Alors, c'est censé être une stéréo, on va pas partir là-dessus. Mais voilà, 2600 € l'unité. Le problème étant que la musique se met systématiquement et itérativement en pause. Dès qu'on la relance, soit ça se relance et ça se remet en pause, soit ça recommence à zéro, donc ça rend complètement fou. Et puis ça marchait pas du tout. Et donc, silence total de Spotify. Par contre, Spotify Cares sur Twitter était très réactif, mais proposait des solutions hyper à l'ancienne, genre déconnecter, reconnecter, mettre à jour le cache, enfin rien. Ouais. Ça ne marchait pas du tout. Brancher un ordinateur sur l'enceinte et mettre Spotify. Voilà, et exactement, taper sur le côté de la télé. Chanter sous la douche, si vous voulez de la musique. Ça ne fonctionnait pas du tout. Il y a des personnes sur notre forum, un mec qui a proposé de changer le DNS et de mettre celui de Google, donc 8888 ou 8844, et là ça fonctionnait pour pas mal de personnes. Le problème a l'air d'avoir été résolu, donc Spotify Cares donc soit proposait ce genre de solution qui ne fonctionnait pas, et quand les personnes disaient que ça marchait pas, soit c'était silence radio après, soit on disait désolé, votre matos est plus compatible. D'accord. Et de la part des marques, c'était en fait c'est de la faute de Spotify Connect. Ouais, ils se renvoyaient la balle quoi. Voilà, ils se renvoyaient la balle. Donc on n'a pas le fin mot de l'histoire. Moi j'ai essayé de les contacter donc le 8 mai. Le 10 mai on m'a rappelé en me disant oui, on a pris connaissance du problème, on va vous rappeler. On ne m'a toujours pas rappelé. On est le 15 juin. Voilà. Ça fait plus d'un mois. Entre-temps, le problème s'est résolu sur beaucoup de... Donc c'est des enceintes et des amplis principalement, mais j'ai fait un tour sur le forum récemment là, et puis il y a encore notamment du matériel Samsung qui pose problème. Voilà, donc je voulais en parler pour que nos lecteurs et donc maintenant nos auditeurs, puisque nous avons ce podcast, soient rassurés et ne soient pas inquiets. Ça arrive à beaucoup de personnes. On ne vous oublie pas. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Faites un tour sur notre news, il y a plein de liens, il y a plein de commentaires. Il y a le lien de la page officielle de Spotify où tout le monde commente. Vous avez aussi le @Spotify Cares, voilà. Donc vous n'êtes pas seul, nous sommes là et on suit le dossier. Et en espérant que ça puisse se résoudre quand même une bonne fois pour toutes. Exactement, oui, parce qu'on est quand même à plus de 70 millions d'utilisateurs qui payent pour Spotify. Donc oui, ce qui est pas mal, c'est ça fait mal quoi. Spotify Connect, c'est ce protocole qui permet de très facilement balancer de la musique sur ta télé, sur ton enceinte ou des choses comme ça, sans passer par le Bluetooth. Tu passes directement par le Wi-Fi. C'est ça. Ouais. Mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on sait si les 70 millions d'utilisateurs utilisent tous une enceinte connectée? Non, je dis que voilà. Proportionnellement, ça touche quand même beaucoup de personnes, rien qu'à voir le nombre de commentaires, de tweets, etc. Après, le truc, c'est aussi que ok, tous les utilisateurs de Spotify n'utilisent pas Spotify Connect. Par contre, qu'une très 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 vaste majorité des acquéreurs d'une Gold Phantom, par exemple, utilisent Spotify Connect ou un truc équivalent. Là, par contre, voilà, parce que la Gold Phantom n'a pas d'entrée analogique. Hein. Voilà. Et puis, et inversement, des systèmes comme Sonos, par exemple, n'ont pas le Bluetooth. Ou même n'ont pas d'entrée analogique non plus. Surtout et puis que beaucoup de constructeurs mettent en avant la compatibilité Spotify Connect pour vendre certains amplificateurs, certaines enceintes.
Voilà, donc si tu viens de t'acheter, je sais pas, un ampli Yamaha ou il y en a de plus en plus qui sortent qui sont compatibles et que ça fonctionne pas et que tu l'as acheté pour ça, puis si t'es pas au courant du problème, c'est un truc à devenir complètement dingue, à essayer 10 000 configurations chez toi, là on parle des éditeurs numériques qui font sur les forums, etc. Il y a plein de gens qui vont. Et surtout que vous utilisez peut-être Spotify Connect sans même vous en rendre compte, puisqu'il y a notamment beaucoup d'applications sur les Smart TV de Samsung et beaucoup d'autres qui utilisent le protocole Spotify Connect pour balancer de la musique et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc en fait, il y a énormément d'appareils, même sans acheter un ampli Yamaha ou sans avoir acheté du matériel vraiment dédié, il y a beaucoup de matériel qui passe par ce protocole-là, et plutôt que le Bluetooth ou quoi que ce soit. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, on va quand même suivre l'affaire pour conclure, Mathieu. Si vous voulez sortir correctement de cette affaire, pourrait faire un petit effort tarifaire, offrir quelques mois d'abonnement, quelque chose comme ça pour faire oublier. Et puis communiquer, au moins. Oui, au moins parce que ça, là, c'est nous qui communiquons. Encore une fois, en février, il y avait eu déjà ce truc-là, mais simplement, ils avaient joué carte sur table. Ils l'avaient dit tout de suite. Ils avaient dit, voilà, on va changer notre protocole. Ça risque de plus marcher avec certains appareils. Ils avaient même et c'était clair au moins, tu vois. Listé non seulement les marques, mais les produits aussi. Les modèles précis qui étaient impactés par ce changement. Une graveur de communication sur ce coup-là, quoi. Pour une société qui vient tout juste d'entrer en bourse, c'est pas super. Il y a quelques commentaires qui du coup disent qu'ils sont passés sur Deezer. Voilà, c'est ça. Il reste que bon, après ça. Et Tidal. Pas non plus. Surtout Tidal. C'est ça. Tidal a fait 1000% là dans ça. Merci Marie et merci à tous pour ces actus. Du coup, c'est le moment de passer à notre sujet central. Nous allons donc parler ce mois-ci de la WWDC d'Apple, qui a lieu le 4 juin dernier. Ça fait depuis les années 80 que cette conférence existe. C'est la conférence des développeurs, des développeurs Apple. Et j'ai pas précisé que Marie nous a quittés et nous avons un petit nouveau qui est Tanguy. Bonjour Tanguy. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de te voir, c'est la première fois en même temps c'est que le deuxième numéro, donc voilà, mais tu n'étais pas là le premier numéro, en tout cas je suis bien content que tu sois là. Donc il y a toujours Mathieu qui est là pour parler de l'Apple, il y a Corentin et il y a Florian. Oui. Alors, on va commencer peut-être Corentin, si tu peux un peu nous résumer rapidement ce qui a été annoncé à cette WWDC. Ouais, alors effectivement, rapidement, Apple a fait un petit tour effectivement de toutes les plateformes, puisque c'est là où il y a les plus grosses annonces logicielles de l'année pour Apple. Chez iOS, on a une évolution de ARKit, cette plateforme de développement de la réalité augmentée, où maintenant on peut partager de la réalité augmentée sur plusieurs appareils, à deux. On peut donc voir au travers de deux iPhones le même objet en réalité virtuelle. Il y a eu des améliorations logicielles sur Siri, qui peut intégrer maintenant des applications tierces. On peut dire « rentre à la maison » et ça va lancer Google Maps, par exemple. Il y a des améliorations logicielles sur photos, qui est un peu plus intelligent, où tu peux demander je veux voir que des photos de coucher de soleil, ou que des photos que j'ai prises à Amsterdam l'été dernier, ou machin et bidule. FaceTime s'ouvre beaucoup plus, et on peut passer des appels vidéo jusqu'à 32 personnes simultanément. Et il y a eu un petit focus, 32, pourquoi pas. Je trouve ça 32 personnes, 32, le chiffre au hasard. Pas une de plus, 2 millions de personnes sur FaceTime bientôt dans 10 ans. 2 puissance 7. Et bien joué. Et il y a un petit focus aussi en fin de... En plus, c'est pas ça. Il y a eu un petit focus sur le digital well-being, qui est très à la mode en ce moment, qui est le fait de lâcher son iPhone de temps à autre. La détox numérique en français. Voilà, pour se reconnecter à la vie réelle. On a également eu, ce qui a fait très plaisir à Florian, qui était tout autour de la table, l'annonce du support du Dolby Atmos sur l'Apple TV. C'était grand moment. WatchOS, l'OS de la montre connectée d'Apple, a eu quelques nouveautés en version 5.0. En gros, elle supporte encore plus de sports différents et détecte encore mieux les sessions de sport. Côté ordinateur, macOS a une nouvelle version qu'on appelle Mojave, avec l'accent, dont les plus impressionné par ton des années d'espagnol que j'ai oublié. Dont les plus grandes innovations, c'est les stacks. En gros, c'est quelque chose qui te permet de trier tous tes fichiers sur ton bureau en petits tas, pour avoir un bureau un bureau moins bordélique. Pas la lettre. Des piles. Voilà, le Finder s'améliore avec une vue galerie qui te permet de voir très facilement toutes les photos que tu peux avoir dans un dossier. Okay. Et il y a l'apparition d'un dark mode qui a été très largement applaudi lors de la conférence. En gros, c'est tout ce qui était blanc et plus sombre après, pour pas baiser les yeux des gens qui l'utilisent la nuit. Ceci
est une révolution. Voilà. On l'attendait. Arrêtez, commencez pas à troller tout de suite. Là. Et pour finir, il y a un nouveau design de l'App Store sur lequel vous pouvez troller puisque personne n'utilise l'App Store de macOS. Ah, l'App Store de macOS, ah oui, voilà. L'App Store, oui, d'accord, effectivement, on s'en fiche. Ouais. Et après, c'était pas tout à fait un one more thing, mais c'était une annonce que beaucoup attendaient. Le support des applications iOS devrait arriver sur macOS l'année prochaine, à partir de janvier 2019. Non. Le portage des applications iOS devrait être facilité. Voilà, c'est très différent. Non mais sans déconner, c'est très différent. On va sans doute y revenir, mais il n'est pas encore question d'application universelle. Voilà. Donc on vous l'a résumé en 3 minutes 30, ce qui a pris à Apple 2h15 pour annoncer. 2 minutes 30 à peu près, moins de 3 minutes, bien joué. Voilà, en 3 minutes, on vous a fait la conférence d'Apple qui a duré 2h15. C'est bien joué. Alors, justement, peut-être que pour commencer, rapide tour de table, cette conférence, alors c'est pas qu'on en attendait beaucoup, mais en général, les conférences WWDC, on a toujours un petit frisson, il se passe toujours quelque chose. A priori, cette année, j'ai l'impression que ça n'a pas été, les gens ont été un peu déçus. Qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement, Mathieu, par exemple ? Moi, je trouve qu'Apple est dans une situation un peu difficile avec cette conférence, sachant que c'est un événement qui s'adresse en premier lieu aux développeurs, où des milliers de développeurs arrivent à San Francisco pour assister à des sessions techniques et apprendre des choses sur les logiciels d'Apple, guidés par les techniciens d'Apple. Et par contre, cette conférence d'ouverture est devenue au fil du temps un moment pour Apple dans l'année d'annoncer certaines choses, toujours autour des OS, mais aussi parfois du matériel. Et en fait, je pense que beaucoup de gens sont habitués à voir Apple faire des annonces moyennes ou grosses à cet événement. Et dès qu'en fait Apple revient à se concentrer sur ses OS et sur ses fonctionnalités, tout le monde est un peu déçu en sortant de la conf en disant « Oh, ils n'ont pas annoncé de nouveaux Mac » ou « Oh, ils n'ont pas annoncé ceci, cela ». Il y avait une rumeur comme quoi il y avait des nouveaux Après, Mac, même sur la partie logicielle, elle était un peu faiblarde, on va dire, celle-ci. Mais en grattant un peu, je trouve personnellement qu'on y trouve, chacun peut y trouver, enfin tous les utilisateurs de produits Apple peuvent y trouver un intérêt. Alors certains, ce seront les performances sur iOS, d'autres, ce seront peut-être le dark mode parce qu'ils attendaient ça depuis longtemps. C'est des petites choses. Je n'ai pas compris ce que c'était le dark mode, à part que ça te baisse les yeux. Non, en fait, oui, chose qu'on a oublié de dire, iOS 12 arrive et sera compatible avec tous les appareils déjà compatibles avec iOS 11, ce qui était... non, parce que généralement, ils enlèvent une année de rétrocompatibilité. Cette année, au milieu du Battery Gate et de toutes les accusations d'obsolescence programmée, Apple a été malin et s'est dit on va concentrer iOS 12 sur les performances, et donc tous les gens qui ont eu des problèmes avec iOS 11 en raison de leur batterie qui a été usée vont pouvoir passer sur iOS 12 et auront des performances plus satisfaisantes. D'accord. Tanguy, toi, plus qu'un peu notre évangéliste Apple, depuis que je te connais, ça fait là. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conf ? Tu as été déçu ou t'en attendais pas ? Tu étais un peu d'accord avec Mathieu ? On est tous un peu déçus, on attend toujours du matériel chez Apple. Après, ils ont passé une année difficile. iOS 11, ça n'a pas convaincu beaucoup de monde. Ouais. Ça ramait sur beaucoup de périphériques. Derrière, ils ont le problème de batterie. Donc, ça s'éteignait tout seul. Ils ont été obligés de le corriger, le problème de batterie, en bridant les appareils. Ouais. Donc, grosse déception. Pour beaucoup, iOS 11, c'était une version bêta. En fait, ça a été une version bêta pendant toute l'année. Et en fait, avec iOS 12, ils mettent les points sur les i et ils reviennent à la version qu'aurait dû être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, iOS 12, c'est iOS 11 fini. Exactement. C'est la version finale de iOS 11. Okay. Donc, il va tourner parfaitement. Les premiers retours des gens qui l'ont installé, ils sont super tu sais d'avance que ça va tourner parfaitement. Ah non, mais les premiers... la première bêta, tout le monde est unanime, ça tourne parfaitement. Et c'est la première bêta, sachant que normalement, les premières bêtas, c'est les moins optimisées. Donc on peut se dire que d'ici septembre, ça va vraiment dérouler. D'accord. Il y a des iPads, l'iPad Air de première génération, apparemment, ils retrouvent un second souffle. C'est comme si c'était iOS 9 en termes de rapidité. Donc c'est vraiment incroyable. Des iPhone 5S qui refonctionnent quasiment comme sous iOS 8 quand ils sont sortis. Donc, des iPhone 5 avec l'écran qui grandit tout seul. Pour une marque qui est accusée parfois à tort de pratiquer l'obsolescence programmée à outrance pour pousser au renouvellement de terminaux, je pense qu'Apple montre quand même qui supportent des terminaux qui ont 5 ans avec leurs nouveaux iOS, leur nouvelle version d'iOS, et fait l'effort de rendre ces terminaux les plus fluides possibles à utiliser, donc c'est pas rien, quoi. Moi je vous trouve quand même beaucoup trop positif, Florian. J'aimerais que tu mets un peu de troll dans cette un petit peu de négativité dans tout ça, ça fait toujours plaisir. Non, en fait, moi je serais effectivement beaucoup plus sévère que Mathieu, surtout. Parce que je trouve que même quand tu savais à quoi t'attendre, tu savais qu'il n'y aurait pas ou très peu d'annonces matérielles. La WWDC, c'est toujours un moment malgré tout assez cool parce que on voit simplement les nouveaux OS. Et il y a toujours d'habitude quelques petits trucs vraiment cool à voir dans les nouveaux OS. Et là, cette année, même de ce point de vue-là, franchement, je trouvais que c'était extrêmement faible. C'est-à-dire que que ce soit pour iOS ou pour macOS,
les 2 features qu'ils ont balancées vraiment au début de la présentation de chacune des nouvelles versions. Alors pour iOS, du coup, ils ont passé mais genre une demi-heure sur la réalité augmentée, le truc dont sincèrement tout le monde se fout. J'ai quand même l'impression que tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fout. Mais ça fait des belles démos sur scène. C'est impressionnant, après, voilà, c'est ça. Après, en usage réel, tout le monde s'en fout un peu. Et qui utilise la réalité augmentée au quotidien sur vos iPhones? Je l'ai utilisé une fois récemment pour regarder avec une application d'un célèbre fabricant de fournitures de maisons suédois. Ah, moi aussi. Le canapé rentrait en fait entre 2 murs. Ouais, je l'ai fait la semaine dernière, mais ça marche pas. Ouais, ça marche pas super bien. Non, c'est vrai. Le truc en plus marche vraiment pas super bien dès qu'on n'est plus dans un environnement hyper contrôlé comme ils peuvent l'être en démo sur scène. Et puis donc au niveau de macOS, sans rigoler, la première annonce, celle qu'ils ont faite tout de suite après l'annonce du nom et qui a fait se lever tout le monde, c'était maintenant il y a un mode sombre. Est-ce que vous imaginez une annonce plus faible, quoi? Moi, mais face à un partenaire de développeurs, je me souviens de l'horloge enfin de Mickey de l'Apple Watch qui avait suscité tout son enthousiasme. Oui, non, ben voilà, c'était du même niveau. Franchement, c'était du même niveau. Il y a Paint 3D quand même. Quoi? Il y a Paint 3D? Paint 3D chez Microsoft, on avait bien rigolé. Oui, mais là, on parle pas. Si tu commences à parler de Microsoft, on n'est pas rendu, évidemment. Il y a des gens en train de faire du whataboutism, là, on est bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les conférences build sont parfois un peu ennuyeuses. Les Google I.O. peuvent l'être aussi depuis quelques années. Non, mais c'est vrai, Florent, t'as raison de me tempérer un peu. Je pense que c'est pas une grande. Pardon. Oui. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, excuse-moi, Florian. Et non, mais elle était un peu faible, cette conférence, clairement. Mais alors, on essaie de se rattacher en trouvant quelque chose qui nous intéresse. Mais oui, on attend toujours d'Apple un petit peu de matériel et puis des grandes annonces. Corentin, t'as pas donné ton avis encore. Mais ouais, en fait. Précisons peut-être que toi, t'es pas du tout un utilisateur d'iOS, donc peut-être que toi, tu as un œil un peu plus externe. Pour avoir couvert la Google I.O. qui était quelques semaines avant et cette WWDC d'Apple, en fait, et pour avoir couvert celle précédemment aussi, ça fait quelques années qu'on se prête à l'exercice au NUM. Ça fait longtemps que moi, je n'ai pas été complètement submergé par quoi que ce soit qui a été annoncé lors de ces conférences développeurs. Que ce soit Google ou Apple, soit Google, Microsoft, à part le casque de réalité augmentée qui avait l'HoloLens, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas été complètement submergé. L'I.O., s'il n'y avait pas eu Google Duplex, qui a fait beaucoup parler de lui, ça aurait été... Alors, Google Duplex, on rappelle, c'est l'IA qui permet qui réserve ton restaurant à ta place. Mais voilà, Google I.O., c'était pareil, 2h30 de conférences qui n'ont pas abouti à grand-chose. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que les annonces sont pratiquement les mêmes. Chez Google, tu avais de la détox numérique aussi, et plein de choses comme ça. En fait, on a commencé à sacraliser les conférences développeurs au moment où tout le monde s'est rué sur ses appareils, tout le monde a commencé à passer sa vie sur son smartphone, alors que je pense qu'elle n'en demandait pas tant. Et donc, en fait, on a toujours depuis quelques années vachement mis le focus là-dessus, alors que ça, pour moi, les vraies annonces qui intéressent le grand public et sur lesquelles il y a beaucoup plus de choses à dire, c'est les annonces de septembre de la rentrée d'Apple, de Google, du matériel, parce que c'est aussi la concrétisation de ces OS-là. Ces OS, c'est vachement en l'air, en fait. On a un OS, mais on ne sait pas encore ce qu'il vaut, comment il tourne, quoi que ce soit. C'est vachement plus intéressant de débattre une fois que tu as tout le matériel et le logiciel intégré. Donc on fera un spécial Apple dans 4 mois. Voilà. Ce qui peut créer une sorte de malaise, c'est qu'on est face à des développeurs. Nous, on est un public de connaisseurs, en tout cas d'amateurs de technologie. Et puis Apple, dans cette conférence, va parfois, par moment, avoir des pastilles comme ça pour consacrer quelques minutes à ces Memoji, des choses qui intéressent personne et qui emmerdent le monde. Enfin, nous, en tout cas, les gens qui sont dans la salle. Donc, ça a l'air d'être un peu faible comme ça. On ne sait pas à qui s'adresse. Ces moments-là, ils ne devraient même pas les passer dans les conférences. Les trucs qui sont très grand public comme ça, avec un bonhomme qui fait un clin d'œil, etc. Je sais pas si ça a sa place dans cette WWDC. Mais peut-être que le souci, c'est que la WWDC, finalement, est beaucoup trop couvert. Même nous, on est peut-être même fautif. On en fait tout un événement. Mais au final, c'est un truc dédié aux développeurs. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Là-dessus, je vais te dire, moi, je trouve justement, en fait, que c'est surtout, je pense, quand tu regardes d'un point de vue de développeur, qu'elle a été très faible, cette conférence. C'est ça. Parce que une sorte de malaise, une sorte de décalage complet, quoi. Ouais. Par rapport aux autres années, tu vois. Enfin, ouais, du coup, je me suis amusé à aller voir un petit peu ce qui avait été annoncé les 5 dernières années, donc en remontant en 2014. En 2014, à la WWDC, Apple avait annoncé le mode, leur système Continuity, donc qui permet de poursuivre une activité que tu avais démarrée sur iOS. Et surtout pour les développeurs, ils avaient annoncé le lancement du langage Swift.
C'était énormissime. En 2015, ils ont annoncé, alors c'était pas le lancement de HomeKit, mais c'était vraiment l'ouverture de HomeKit, donc le côté domotique, tout ça, contrôle des volets, de l'éclairage et tout. Donc pareil, pour les développeurs, c'était énorme. C'était l'air de dire, les mecs commençaient à développer des applis de contrôle de la maison connectée, tout ça, parce que ça va arriver. En 2016, c'était les API, l'ouverture des API tierces pour Siri. Donc, vous pouvez développer des applications pour Siri. C'était un truc absolument énorme, encore une fois. Mais là, ce qu'a annoncé Corentin tout à l'heure, ça ressemble un peu à ça, d'ailleurs. Non, parce que c'est des raccourcis, en fait. Ouais, pour le coup, c'était un truc utilisateur, justement, pas développeur. D'accord. C'est un utilisateur peut dire, si je dis ces 3 mots, les des autres, vous lancez cette application. Des scénarios d'usage. Et l'an dernier, on avait tout simplement la nouvelle version d'iOS pour iPad, surtout, qui était porteuse de beaucoup d'innovations, parce qu'elle apportait surtout un nouveau multitâche qui faisait que vraiment l'iPad commençait à se rapprocher d'un PC, et où du coup pareil, c'était vraiment une ouverture, dire vous allez commencer à pouvoir développer des applis iPad qui ressemblent très très fort aux applications PC, parce que ça devient un outil de productivité, de création et tout, encore largement plus qu'avant. Et tu vois, donc d'un point de vue développeur, quand tu remontes à 2014, 2018 c'est de très très loin la conférence la plus faible qu'ils aient faite. Donc pour moi c'est pas un problème de on est un site grand public, du coup on s'attend à des trucs et puis on a tort de s'attendre à quoi que ce soit. Non, je pense que finalement ceux qui ont le plus de raisons d'être déçus de cette conférence, c'est les développeurs. Ah ouais. Donc je pense que Tanguy, vas-y Corentin. Rapidement, je pense aussi que c'est parce qu'on arrive, que ce soit chez Apple, Google ou Microsoft, on arrive à des systèmes qui sont extrêmement mûrs. Alors peut-être qu'on n'a pas encore la nouveauté qui va nous faire tous tomber de notre chaise, mais on arrive à des systèmes qui sont extrêmement mûrs, sur lesquels il est plus difficile d'innover. Ça fait 10 ans qu'on innove année après année sur de l'OS et notamment de l'OS mobile. Aujourd'hui, ça devient plus difficile de se dire on va réinventer la roue tous les ans. On a un Android qui est en version 8.0 bientôt 9, iOS qui est en version du coup 12. On commence vraiment à surtout arrondir les bords. Et ça, encore en l'espace d'11 ans. Enfin, l'iPhone, c'est quoi? C'est 2006, 2007 Enfin, t'imagines, en si peu de temps, finalement. Voilà, donc on arrive à des systèmes qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement bien finis dans tous les sens. Et du coup, effectivement, on n'a pas encore trouvé le nouveau paradigme qui fait qu'il y a des grosses annonces à faire pour les développeurs, en fait. Tanguy. Après, je rejoins Mathieu. La conférence, le problème, c'est qu'elle s'adresse aux développeurs. Ils montent des emojis, des mimojis en début de conférence. Mais parce qu'ils sont peut-être dans cet entre-deux, quoi. Ouais, ils sont dans cet entre-deux, mais après, nous, pas la suivre, c'est pas possible, parce qu'une année sur deux, s'il y a des nouveautés, c'est impossible. C'est évidemment jamais ce qui va se passer. Mais... C'est-à-dire que si à la fin, ils font One More Thing et ils balancent la nouvelle gamme de Mac Pro ou un nouvel iMac... ou un iMac Pro comme ils l'ont fait l'année dernière. Enfin, des fois, ils sortent des trucs ou du chapeau. Ou le HomePod, l'an dernier. Ou le HomePod. Ils peuvent toujours te sortir un truc en fin de conf. Donc, cette année, ils n'ont rien sorti. Mais tu vois, après, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois, dans pas mal de médias, tu as des rumeurs de matériel parce que les mecs fantasment aussi beaucoup. Enfin, tout le monde espérait des nouveaux MacBooks, mais d'où venait cette rumeur à la base? C'est juste que les gens espéraient de voir des nouveaux MacBooks, mais pourquoi? Enfin, à quoi ça sert d'avoir des nouveaux MacBooks aujourd'hui? Après, tout le monde s'accorde à dire qu'ils vont les mettre à jour bientôt, quand même. Mais que ça sera un communiqué de presse et qu'on va avoir les nouveaux pros et que c'est tout. Il y a rien. Ce sera un non-événement. Enfin, ce sera une logique, quoi. Et c'est marrant de se dire que la WWDC se tenait en même temps que le Computex auquel tu étais, et que habituellement, quand tu fais de la veille tech, n'importe quel événement Apple, ça te pourrit tes flux RSS pendant 2 jours. Et là, on a beaucoup plus, en tout cas moi, j'ai beaucoup plus vu de papier sur ce qui a été annoncé au Computex, qui a presque été plus intéressant qu'effectivement que les annonces qui ont été faites chez Apple. On a eu aux US quand même une grosse journée news qui était quand même 90% c'est les US. Apple. Aux US, les news Apple, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est la tradition. C'est clairement l'événement énorme du début de la semaine. Enfin, quand ça se passe le lundi, là, c'était le lundi. Voilà. Et effectivement, moi qui étais sur le salon, alors, j'ai parlé d'Asus, mais il y a pas mal de constructeurs qui ont lancé plein de produits hyper innovants. Et évidemment que ça a été... disons que sur les sites tech, notamment en France ou les sites américains, c'est la WWDC qui a quand même attiré vraiment le focus pour peut-être beaucoup moins de choses intéressantes. Ce que je trouve marrant, c'est qu'Apple a profité de cette conférence aussi pour brosser les utilisateurs dans le sens du poil sur 2 points précis. Les performances d'iOS, on en a parlé. C'est important, je pense. Cette année, c'était très important pour Apple après le Batterygate, après toutes ces accusations d'obsolescence programmée, de montrer qu'ils supportaient longtemps leurs terminaux et puis qu'ils étaient encore capables d'apporter des optimisations au système pour que ces terminaux gagnent en vivacité. Donc ça, c'est vraiment pas rien. Et puis sur le côté respect de la vie privée, données personnelles, ça n'a pas été trop abordé dans la conférence.
Mais en même temps que celle-ci est parue sur CNN, une longue interview de Tim Cook qui est hyper intéressante, que tout le monde peut aller voir, enfin ceux qui comprennent l'anglais surtout. Et dans laquelle. Un peu condescendant quand tu dis ça, je trouve. Mais... Non, si vous comprenez pas l'anglais, ça sert à rien d'y aller forcément. Mais je t'enfonce bien, tu vois. Je mets bien la tête sous l'eau là. C'est juste ça. Après, c'est intéressant parce que Tim Cook a fait énormément d'attaques sur Facebook suite au scandale sur les données personnelles qui a eu lieu et n'a eu de cesse de mettre Apple dans la position du chevalier blanc dans la protection des données personnelles, et c'est une posture que tient vraiment Apple, que tient à tenir Apple aujourd'hui, de sorte à rassurer ses utilisateurs là-dessus. Alors c'est complètement louable et c'est très bien parce que voilà, on est tous en demande de grands GAFA qui ont une attitude responsable par rapport à nos données. Maintenant, ça peut aussi poser des petits soucis à Apple dans la performance de certains de ces systèmes. Je pense notamment à Siri, qui est globalement, je pense, l'assistant le moins développé, enfin le moins puissant à ce jour. Ah ouais, c'est clairement celui qui a le moins de fonctionnalités en fait. Ouais. Mais est-ce que c'est lié à ça spécifiquement? En partie. Oui, parce qu'il peut pas aller voir ton agenda. Voilà. Ah oui. Ouais. Aujourd'hui, tu utilises Google Assistant, il va tellement piocher dans des données qui sont partout dans ton téléphone, etc. Il connaît quasiment, enfin, on va dire, toute ta vie. Ça a toujours été la différence fondamentale entre Apple et Google, c'est que Google, son métier à la base, c'est vraiment fournisseur de services. Donc quelque part, j'ai presque envie de dire, c'est son métier de connaître ta vie par cœur. Ouais. Alors que Apple, le métier à la base, c'est vendeur de matériel. Donc eux, ils sont beaucoup moins dans ce délire de récolter et exploiter des données, que ce soit dans ton dos ou de façon transparente. Ou, enfin, bon, voilà. Du coup, c'est assez drôle parce qu'on se retrouve avec Apple qui est toujours cette image de périphérique user-friendly, très facile à utiliser, à paramétrer, etc. Où là, on se retrouve à devoir nous-mêmes créer des scénarios d'usage dans Siri, par exemple, pour des... Ouais, là, ça devient compliqué, quoi. On demande du coup à l'utilisateur de faire le boulot qu'Apple ne peut pas faire puisqu'il n'a pas les données pour le faire. C'est vrai que l'une des annonces les plus... peut-être qui est passée le plus inaperçue, mais qui finalement risque d'avoir le plus d'impact, c'est que Safari bloquera désormais nativement ce qu'on appelle vulgairement le tracking Facebook. C'est-à-dire tous ces boutons like que vous voyez popper sur vos sites, tous ces zones de commentaires qu'il y a en bas des articles de presse, toutes ces choses-là. C'est une petite fenêtre ouverte sur votre compte Facebook. Donc Facebook sait à chaque fois que vous chargez une page qui vous êtes, où vous allez, machin, bidule, chouette. Et pour que Apple... pour Apple, aller dire, voilà, nous, on bloque ce domaine tiers complètement dès que vous n'êtes pas directement sur Facebook, c'est un sacré coup dans le dos de Facebook et c'est pas complètement anodin et ça va faire... Alors, peut-être qu'il n'y a pas tout à fait suffisamment de gens qui utilisent aujourd'hui Safari pour que c'est un vrai gros impact, mais c'est pas négligeable quand même. Ça va même un petit peu plus loin parce qu'il y a cette histoire de shadow profile, shadow profiles en anglais. J'ai essayé de le prononcer correctement. C'est moins bon que Mojave de Corentin, mais shadow profiles. Ouais. Et non, mais en fait, Mark Zuckerberg n'a jamais répondu clairement à ce sujet au cours de ses auditions devant le Congrès américain, etc. Et en gros, c'est, même quand vous n'êtes pas inscrit à Facebook, dès qu'il y a un bouton Facebook sur une page d'un site que vous visitez, il crée un profil par rapport à une adresse IP, un type de processeur, une résolution d'écran, etc. Il fabrique comme ça des profils sans avoir la personne, qui peuvent après, en regroupant énormément de données, finir par devenir assez personnels. Ouais, c'est ce qu'on appelle une empreinte digitale. Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, ça. Oh non, commencez pas. Si, une empreinte digitale. On voulait un débat, on voulait un vrai débat. Alors là, je pense qu'on va l'avoir. Non, mais du coup, Safari pourra aussi bloquer ça. Ouais. D'accord. Peut-être pour parler aussi on voulait parler un peu de la fameuse facilitation des portages iOS vers macOS. Florent, tu avais peut-être des choses à dire là-dessus. Tu avais l'impression de dire que voilà, il y avait peut-être une contradiction par rapport à leur discours initial et ce qu'ils font aujourd'hui en fait. Non, pour moi, effectivement, c'est un move qui pose beaucoup de questions. Ouais. Parce que, on sait qu'il y a eu une période où tu avais l'impression qu'un peu tous les constructeurs de l'univers étaient persuadés que la tablette, l'ordinateur allaient fusionner. Que ça tous allait être un seul device. Ouais, tout à fait. Au milieu de tout ça, il y a Apple qui restait stoïque en mode non, nous, on va continuer à faire des ordinateurs, des tablettes et tout se passe bien. Finalement, l'histoire leur a donné raison, parce que non seulement parce que les deux n'ont pas fusionné, mais parce qu'en plus la tablette se viande un peu la tronche, la bonne vieille tablette, de façon générale. Voilà, c'est clair. Et malgré tout, une fois que ça est fait, t'as l'impression qu'ils veulent vraiment eux-mêmes finalement rassembler les deux univers, les marier, les fusionner entre guillemets. Ouais. Alors tout ça est encore on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas
C'est pas des applications universelles. C'est pas des applications universelles. Vous n'allez pas pouvoir lancer vos applications iOS sur macOS, mais c'est juste faciliter le portage pour les développeurs qui veulent. Mais voilà, tout ça arrive en plus juste après, comme on a dit tout à l'heure, le fait qu'en 2017, ils ont déjà commencé beaucoup vraiment à présenter l'iPad comme un substitut potentiel d'ordinateur portable. Donc, à partir de l'iPad Pro, surtout depuis l'iPad Pro. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, moi je me demande de plus en plus où est-ce qu'ils vont avec l'iPad. Tout ça devient très très flou. Peut-être que Tanguy, tu as un avis, j'ai l'impression que tu avais des choses à dire. Pour moi, la vision d'Apple, elle est très claire. Ils ont annoncé clairement qu'ils fusionneraient pas les deux OS, mais qu'ils allaient fusionner les apps. Donc pour moi, la vision, elle est claire. C'est-à-dire qu'ils vont conserver macOS avec utilisation clavier-souris. Ouais. Ils vont avoir iOS sur tablette, utilisation tactile. D'accord. Et ils vont permettre aux développeurs de porter les applications iOS sur macOS avec une utilisation clavier et trackpad. Ce pourquoi ils pourront sortir des MacBooks sous processeur ARM. Ah, mais du coup, est-ce que ça veut dire que le MacBook à terme aurait un écran tactile? Non, ça va jamais. Rester clavier-souris, parce que okay. pour eux, c'est vraiment... Historiquement, ils ont dit que c'était impossible d'utiliser un écran bras tendu, écran d'ordinateur en mode tactile, parce qu'avec le bras tendu... C'est trop fatigant. Voilà, ils n'ont pas tort. Utiliser le trackpad. Ouais. Et je pense que le concept, c'est de dire aux développeurs, les applications iOS, vous pouvez les porter simplement sur macOS, juste en interfaçant en fait l'interface clavier-souris, en portage du tactile vers une interface avec un pointeur. Ouais. Et avec ça, ils vont pouvoir, une fois qu'ils auront assez d'apps, sortir un Mac sous ARM. Voilà, parce qu'on sait très bien que l'émulation ARM pour les apps x86, ça marche très mal. On l'a vu avec les machines sous Windows 10 avec processeur ARM. Pour le moment, c'est pas fou. Et Always Connected PC qui marche pas bien. Alors du coup, avoir des applications compilées en ARM directement pour macOS, et là, c'est la porte ouverte. Mais alors dans ce cas, justement, j'ai envie de te dire, pourquoi le délire, ce serait pas plutôt de sortir des MacBooks sous iOS, entre guillemets? C'est quoi l'intérêt dans ce cas d'avoir une version de macOS qui tourne sous ARM si de toute façon toutes les applis macOS compilées en x86 tu peux pas les faire tourner dessus, tu pourras faire tourner que des applis iOS? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Non, parce qu'il faut tout refaire vu que iOS il a été conçu pour le tactile, donc il faut tout repenser à la base. Donc ils préfèrent partir de la base de macOS et juste amener les applications. C'est tout. En fait, ce que veut dire Tanguy, c'est qu'ils vont prendre le temps de se développer comme ça, de laisser les développeurs porter pour avoir une ludothèque hyper large, et puis ils se donneront la possibilité plus tard de peut-être switcher de plateforme processeur. Je pense que c'est envisageable. On voit les processeurs ARM qui gagnent en puissance au fur et à mesure des années. Les annonces qu'il y a eu même au Computex, à chaque fois on y revient décidément, mais il y a eu des nouveaux cross annoncés pour les PC connectés, etc. Ouais, mais on n'est quand même pas au niveau de performance. Non, c'est pas du tout. Donc surtout au-delà du fait qu'on n'est pas au niveau de performance, tu sais que même quand on sera entre guillemets au même niveau de performance, porter du x86 sur ARM, c'est quasiment impossible. Clairement, oui, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut des applications compilées pour ARM. Après, en termes de performance brute, apparemment, le dernier iPad, le processeur ARM, il valait un Core i5. Donc ouais, bon, on verra. Oui, mais sûr, c'est vrai qu'Apple, les indices de performance comme ça, c'est toujours des trucs très. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'Apple, a effectivement fait ses propres puces et en plus, ça s'intègre dans leur propre matériel, dans leur propre OS, donc l'optimisation elle est meilleure. A parfois les fesses entre deux chaises parce qu'ils ont un public. C'est mignon ces expressions. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire aussi. Ils ont un public de pros qui utilisent leurs solutions, que ce soit dans le monde audio, images, etc. Voilà, tout à fait. Donc il y a des professionnels qui utilisent et qui ont besoin de beaucoup de puissance, des logiciels qui font du montage 4K, etc. Plein de choses. Et à côté de ça, ils ont une cible hyper grand public qui, eux, ne s'intéressent même pas à ce qu'il y a dans les machines, qui veulent juste de l'usage, que ce soit simple à utiliser. Donc c'est difficile pour Apple de manier ces deux mondes, quoi. Et à côté de ça, ils n'ont aucune machine pour les pros. Il y a le Mac Pro quand même. Qui n'a pas été mis à jour depuis 2013. C'est vrai. Il y a l'iMac Pro. L'iMac Pro, oui, je confonds, effectivement. Alors, peut-être pour conclure, là, du coup, le prochain rendez-vous, Corentin, tu disais tout à l'heure que c'était en septembre, c'est ça? Ouais. Peut-être faire un peu de... Est-ce qu'on se la joue Nostradamus ou on dit, voilà, il y aura un nouvel iPhone? Je pense qu'il y aura un nouvel iPhone. A priori, il y a peu de... Non, voire plusieurs. Je pense en septembre, c'est ça. On va avoir, même pas que chez Apple, on va avoir le rendez-vous de la rentrée chez tout le monde. On va avoir des annonces de Pixel chez Google. On va avoir les nouveaux iPhones, probablement les nouveaux iPads chez Apple. Et là, on aura une concrétisation de tout ce qui a été annoncé en ce début d'été. On va voir effectivement
des nouveaux iPhones qui seront pensés autour de ce Digital Detox, toutes les choses-là, qui auront iOS 12 en natif. On aura des pixels qui auront Android P, dont on ne connaît pas encore le nom. Tout prochain rendez-vous, c'est ça, pour voir, parce que de plus en plus, les entreprises pensent logiciel intégré matériel. Depuis longtemps chez Apple et depuis peu chez Google, on va avoir concrètement le produit fini et le package complet de ce que va être la vision d'Apple, de Google et de Microsoft probablement à la rentrée prochaine. Eh ben, tu nous fais envie. Florent, tu avais un truc à ajouter, non ? Non, absolument rien. D'accord, parce que je te voyais, Mathieu, qui faisait un air. Écoutez, on va peut-être conclure là, c'était très bien. Merci beaucoup, Mission. On a fait nos impressions sur cette WWDC d'Apple. Donc, la prochaine rendez-vous, comme disait Corentin, ce sera plutôt en septembre. Merci beaucoup encore une fois. Et c'est l'heure de passer à notre rubrique produit. Pour cette rubrique produit, nous sommes rejoints par une deuxième Marie. Donc nous avons Marie et Marie à table cette fois-ci. Bonjour. Salut tout le monde. Et du coup, Tanguy et Mathieu nous ont quittés. Corentin, tu vas commencer. Tu vas nous parler du BlackBerry K2 ou K2, parce que je pense que je l'ai mal prononcé a priori. Oui, mais c'est pas très grave. Oui, parce qu'on a décidé dans l'enregistrement de ce podcast de parler de produits un peu atypiques. Du coup, j'ai ramené un BlackBerry. Et pas un BlackBerry des années 2000, non. Un BlackBerry de 2018, puisque TCL, la constructeur, on va même pas un constructeur, c'est le conglomérat chinois qui a racheté BlackBerry l'année dernière, persiste et signe, et après un Key One sorti l'année dernière, ils ont très logiquement sorti un Key 2. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais parce que en fait, c'est un téléphone BlackBerry comme BlackBerry savait en faire il y a quelques années, avant qu'il se fasse complètement dépassé par Apple, Google et tous ces autres-là. C'est un téléphone qui a un écran au ratio 3/2, je crois, donc un écran un peu carré. Le clavier BlackBerry en dessous. Le clavier BlackBerry en dessous avec des touches supposément 20% plus larges qui sont toujours beaucoup trop petites pour 90% des doigts humains. Mais vraiment, c'est en fait un téléphone qui, et j'ai beaucoup discuté avec les gens de BlackBerry, ils pensent pas que ce soit un flagship qui a concurrencé les Galaxy S9 ou tous ces gants-là. En fait, BlackBerry raffine la recette qu'ils avaient l'année dernière avec le Key One, qui avait déjà reçu un bon accueil de la part des amateurs de BlackBerry, et sert aujourd'hui un Key 2 qui est un produit encore mieux fini, un produit qui a des specs un peu plus solides quand même que celui de l'année dernière, dont une double caméra arrière. Bref, ils se mettent un peu au niveau, mais surtout ce qu'ils veulent, c'est aller chercher ceux dont BlackBerry est toujours dans leur cœur en fait. C'est on va aller tous ces gens qui sont convertis à contre-cœur au clavier virtuel et tout ça, on va aller les chercher, on va leur offrir une nouvelle solution BlackBerry avec toujours le focus sur la sécurité pour lesquels ils sont connus. Ils collent très bien aux mises à jour Google, puisque ça tourne sous Android, il faut le dire, et non plus sur BlackBerry OS. Donc, je vous rassure. Le focus sur la sécurité, le focus sur la vie privée, le clavier, bref, en gros, ils servent tous les arguments qui ont toujours séduit les utilisateurs historiques de BlackBerry, et ils veulent aujourd'hui aller chercher cette niche-là. Ils n'ont même pas forcément des ambitions démesurées de se dire on va en vendre des millions, on va faire un carton. En gros, ils veulent capturer tous ces gens-là qui rêvent encore d'un BlackBerry la nuit. Et j'aimerais que ces gens, j'aimerais rencontrer ces gens. Et bien, figure-toi qu'il y en a quand même quelques-uns, quelques années. On vous aime, on pense à vous. Et en gros, c'est productivité, sécurité, vie privée. Et ces deux derniers termes, d'ailleurs, sont hyper importants, d'autant plus aujourd'hui, à un moment où banquer sur la vie privée et la sécurité, c'est devenu encore plus important aujourd'hui que jamais avant, puisque de plus en plus d'utilisateurs sont conscients des risques qui sont exposés avec leur téléphone et tout ça. Donc en fait, ils veulent aller chercher cette petite niche de camp, et ils savent que même capturer 1% du marché mobile, c'est amplement suffisant pour remplir les caisses pendant des années. Et donc ils ont pondu un produit qui est pas révolutionnaire, mais qui est très efficace pour ce qu'il veut faire. Un BlackBerry, clavier physique, écran correct, double appareil photo au dos, bref, tout ce qui... Un BlackBerry de 2018, auquel on ne peut pas reprocher grand-chose, qui n'ira pas convaincre les utilisateurs qui n'aiment pas BlackBerry, mais qui est tout à fait acceptable aujourd'hui. Si j'avais su qu'en juin 2018, on dirait du bien d'un téléphone BlackBerry. Et combien ça vaut ?
Ça vaut, que je ne me trompe pas, 649 € en version 64 Go, 3 Go de RAM. D'accord. 32, 3 Go de RAM et 699 en version... Donc, oui. On est quand même sur du haut de gamme, quoi. Enfin, alors, sur du haut de gamme, ça dépend parce que le haut de gamme commence à grimper environ 800 000 € aujourd'hui. Du haut de gamme, pas trop cher, quoi. Mais, en même temps, c'est vraiment le prix BlackBerry, on va dire. Hein. BlackBerry n'ont jamais été particulièrement bon marché. Mais c'est le prix de. C'est des prix un peu business class. Voilà. Mais après, ils disent pas qu'ils vont se concentrer que sur le business. Mais effectivement, je pense que c'est ça un peu leur. Non, mais tu sais que c'est quand même ça leur cœur de cible à la base, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas l'adolescent de 16 ans. Alors moi, n'ayant jamais utilisé un BlackBerry, je peux pas être complètement addict. J'ai pas été de la génération BBM. Enfin, j'ai pas utilisé BlackBerry Messenger. Fut un temps où BBM était ultra populaire auprès des jeunes. C'était incroyable. BlackBerry Messenger, pour ceux qui ne connaissent pas, bien avant Facebook Messenger et tout ça. Je n'ai jamais utilisé de BlackBerry. Je n'ai jamais pu tolérer le clavier BlackBerry que je trouve absolument anti-ergonomique. Mais tous les gens que j'ai vus et à qui j'en ai parlé m'ont dit c'est ça que je veux en fait. Et je crois que ça pourrait être un pari réussi. Eh ben dis donc, merci Corentin. Si vous avez rien d'autre à ajouter, on va passer au produit de Marie. Tu vas nous parler des Intra Hookverse. Oui, ce sont des Intra Bluetooth, donc d'apparence tout ce qui est plus classique, mais qui permettent de capter le son en binaural. Alors, je vais pas vous mentir, c'est une occasion de reparler du binaural parce qu'on en parle beaucoup. C'est notre petite marotte. On n'en parle jamais assez. On en a parlé la dernière fois à propos du concert de Gorillaz. Donc le binaural a vraiment le vent en poupe. Il y a une série sur Canal+ qui s'appelle Calls. Ce podcast d'ailleurs est mixé en binaural, donc la stéréo que vous entendez. Merci Marie. Merci Sennheiser. C'est pour ceux qui sont curieux, c'est le plugin Orbit de Sennheiser. Donc voilà, ce sont des intras Bluetooth classiques qui permettent d'enregistrer en binaural grâce à des petits micros qui sont placés au niveau des intras dans l'oreille. Ça me permet donc de parler du binaural, parce que la dernière fois on avait fait juste un rapide détour, on n'avait pas expliqué exactement ce que c'était. C'est du contenu audio, tout ce qui est plus classique en stéréo. La force du binaural, c'est qu'on peut l'écouter avec n'importe quel casque. Alors ça marche pas bien sur des enceintes, mais ça marche que sur des casques, mais sur n'importe quel casque, qui est enregistré. Alors au lieu de faire un enregistrement classique où on met juste un micro ou alors vous enregistrez avec le micro de votre smartphone, les micros sont placés alors pour le binaural en natif dans les oreilles d'un mannequin. Ce que ça fait, c'est que ça donne un résultat extrêmement immersif parce que du coup, vous écoutez comme si vous étiez vraiment sur place, comme si c'était des oreilles qui avaient capté, donc avec la différence de temps d'arrivée des sources à l'oreille gauche, entre l'oreille gauche et l'oreille droite, et surtout avec le filtre qu'applique le masque du visage. Donc voilà, ça c'était les Hookverse. J'ai publié une petite prise en main il y a 2 semaines maintenant. Je vous invite à aller faire un tour dessus parce qu'on a avant eu aussi les Ambeo Smart Headset de Sennheiser, dont j'avais publié une prise en main aussi, et j'ai fait plusieurs vidéos de comparaison entre les deux produits. Alors les Smart Headset de Sennheiser, c'est très différent, enfin c'est exactement le même principe, donc là je l'ai fait passer, c'est pas très radiogénique. On aime bien faire ça. Du coup, voilà, vous pouvez voir, donc c'est des intras tour d'oreille la plupart du temps, avec des petits micros. En plus des haut-parleurs. Ceux de Sennheiser sont en Lightning, donc il y a vraiment un côté plug and play, on les branche directement dans son smartphone et on fait des vidéos exactement comme si on filmait une vidéo normale. Juste, il y avait aussi une version USB-C qui était prévue, je ne sais pas si elle est sortie. Qui était prévue, qui n'est toujours pas sortie. Mais bon, voilà, normalement c'est un projet. Ouais, pour l'instant, il n'y a que le Lightning. Et le côté très pratique des Sennheiser, justement, c'est que c'est plug and play, on branche, on enregistre et c'est parti. Et du coup, c'est directement en binaural dans la vidéo et on balance sur les réseaux et sur Internet. Voilà. Alors que les Hookverse sont en Bluetooth. Donc l'avantage, c'est la liberté du sans-fil, mais en même temps, il y a le côté contraignant de devoir appairer son produit, etc. Donc on peut beaucoup moins enregistrer un truc sur le coup. Dès que, je sais pas, si tu veux enregistrer un truc qui est en train de passer sous tes yeux, il faut appairer, etc. Donc, il y a une liberté d'un côté et des contraintes de l'autre. Donc, chacun ont des forces. L'Ambeo Smart Headset, par exemple, est développé avec Apogee, qui est une boîte que nos confrères ingénieurs du son connaissent très bien. Donc, il y a une excellente qualité de conversion numérique, il y a un autogain, etc. Par contre, la qualité sonore pour écouter juste la musique est pas top. Alors qu'à l'inverse, les Hookverse, ils ont une qualité d'écoute aussi, peuvent être vraiment utilisés juste en intra normaux, Bluetooth. Donc, voilà. Plus que des intras de qualité, c'est surtout une façon facile d'avoir un enregistrement en binaural, en fait, ces trucs-là. Ouais. Ça n'a pas d'intérêt si on va
on n'est pas du tout intéressé par. Non, par honnêtement, ça, il y a des intras Bluetooth qui sont bien meilleurs que ça, et bien moins chers. Là, c'est vraiment si vous faites pas mal de vidéos ou si même ça marche juste pour des sources sonores aussi, si vous enregistrez des trucs. Exactement. Alors là, c'est fait pour. Voilà. Si vous faites pas mal de vidéos qui ont des contenus audio que vous voulez immersifs. Et ben ça marche très bien. Donc voilà, je vous invite à faire un tour sur les vidéos qu'on a faites, qui sont aussi publiées sur la chaîne YouTube. Mon ami Florian, ici à ma droite, est parti à la Philharmonie. Moi, je les ai emmenés en pays celte, dans des librairies, à la mer. Voilà, donc on a plein de vidéos marrantes avec et les hooks et les Ambeo Smart Headset. Donc vous allez pouvoir voir la différence entre les deux. Je voudrais juste rajouter un tout petit truc aussi, c'est pour te faire plaisir à toi, mon Jika. Le son binaural aussi, tout simplement, la raison pour laquelle on en parle beaucoup en ce moment, c'est que c'est ce qui est utilisé pour toutes les expériences en réalité virtuelle. Vu que le son est très réaliste. Très utilisé. Dès qu'on est en réalité virtuelle, forcément, il faut du son binaural pour que l'impression de présence marche aussi bien pour les oreilles que pour les yeux. Oui, il me semble que Blind Legend était Blind Legend, c'était le principe du jeu, c'est un jeu où entièrement audio, dans lequel il n'y a pas de... C'est peut-être le moment de lâcher, de name dropper Hellblade aussi, un jeu qui utilise le binaural, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Au début du jeu, c'est particulier parce que dans ce jeu, en plus, ils font absolument exprès d'avoir certaines parties du mix qui sont en stéréo classique et d'autres qui sont en binaural, pour avoir vraiment cette dualité, d'un côté des trucs qui sont perturbants tellement c'est réaliste, et d'autres où tu as une distance un peu plus habituelle. Enfin, du coup, oui, très très bon jeu Hellblade, jouez-y. Voilà. Et si vous voulez goûter au binaural très facilement, moi c'est comme ça que j'ai découvert ça il y a quelques années. Je venais de commencer au NUM. C'était la vidéo Virtual Barbershop sur YouTube, qui moi m'a fait presque peur la première fois. Quand on a un bon casque en bonne isolation, c'est quelqu'un qui vient vous couper les cheveux et c'est traumatisant tellement on a l'impression d'avoir les couteaux qui glissent le long de la nuque. Et Sennheiser, pour la présentation justement de l'Ambeo Smart Headset, a recréé avec les journalistes cette scène. Donc on était invités chez un barbier coiffeur qui faisait semblant de nous couper les cheveux et qui nous mettait la petite Charlotte sur la tête. D'ailleurs, ils ont manqué de m'arracher un œil au passage. Il y a la vidéo également sur le net. Le son de l'œil arraché en binaural, ça n'a vraiment pas été agréable par contre. Ils font semblant de vous couper les cheveux, etc. Donc ils ont eu la très bonne idée de recréer cette vidéo qui est effectivement le son de référence quand quelqu'un ne connaît pas le binaural, d'aller voir le virtual barbershop. C'est top. Super. Merci. Marie, tu nous as pas dit combien coûtaient ces petits intras ? $240. Effectivement, oui. C'est pas donné, mais... Et pas de sortie prévue en Europe, puisque tu donnes le prix en dollars. Non, pour l'instant, ils ne sont que disponibles sur leur site et sur Amazon, pas FR. Mais bientôt, Amazon FR. Je ne sais pas quand encore. Ok, merci beaucoup. Alors pour conclure, un produit mine de rien, pas mal attendu. Là, vous allez deux pour en parler, Marie et Florian. Vous avez testé... L'autre Marie, voilà. Marie, tu as testé avec Florian l'Amazon Echo. Alors l'Amazon Echo, c'est un des principaux assistants vocaux actuellement sur le marché. Oui, alors ça fait 4 ans qu'Amazon l'avait présenté aux US et après avoir boudé la France donc pendant 4 ans, il est finalement disponible chez nous et la livraison du produit est prévue d'ailleurs aujourd'hui. Donc l'Amazon Echo, c'est une enceinte intelligente dopée à ce qu'on pourrait appeler une intelligence artificielle, mais plus exactement un assistant vocal. Cet assistant vocal sur l'Echo s'appelle Alexa. Il a été conçu par Amazon. Alors, je commence tout juste les premiers entretiens avec cette charmante Alexa, qui me semble un petit peu déprimée sur les bords. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Flo, mais quand j'ai échangé avec elle... La voix, c'est incroyable. C'est dépressive au possible. Elle n'est pas heureuse, quoi. Ouais. T'as envie de la câliner, quand même. T'as pas envie de lui faire trop de mal. T'as pas envie de lui faire du mal. Elle n'est pas des plus réactives, d'après ce que j'ai pu voir. Alors voilà, je commence bien. Qu'est-ce qu'elle fume ? Ouais, exactement. T'as envie de la réveiller un peu. Alors pour ça, on lui met un peu de musique. Et puis, j'ai eu la mauvaise idée de lui demander, par-dessus la musique, de me donner un itinéraire très précis pour ma soirée de ce soir. Et alors là, il y avait une cacophonie générale. Elle n'a pas baissé le volume de la musique qui était en train d'être diffusée. Par-dessus, elle me balançait une réponse. Alors, je ne sais pas si c'est un bug, parce qu'elle me l'a fait 2 fois coup sur coup, mais après, ça allait mieux. Alors, je pense que c'est un bug parce que moi, elle me l'a jamais fait.
Alors, écoute, c'était super. Je pense que c'est un bug, effectivement, parce qu'après, ça s'était calmé. Mais bon, ça m'a fait... Alors, j'ai eu un petit peu peur au début. Mais voilà, enfin, les essais commencent. En tout cas, pour l'interaction avec la maison connectée, c'est encore très, très limité. Un petit peu comme Google Home avec Google Assistant. Parmi les constructeurs qu'on pourrait nommer au lancement, donc Alexa est compatible avec Philips Hue, ce qui permet de pouvoir... allumer, éteindre et contrôler sa lumière à la simple commande vocale. C'est compatible avec les caméras de surveillance Netatmo. D'accord. Vous allez me dire pourquoi une caméra de surveillance sur une enceinte. C'est parce qu'en fait, Amazon ne va pas seulement sortir l'écho, il y aura également l'écho Spot qui embarque un petit écran sur lequel on pourra diffuser le stream de la vidéo sur le petit écran de l'écho Spot. Après, on a des acteurs de la maison connectée comme Tado, qui est un constructeur français spécialisé dans l'énergie, donc tout ce qui a trait au thermostat connecté. Enfin voilà, c'est encore un petit peu limité d'après ce que j'ai pu voir. Alexa fait ses débuts, donc il y a les mollos sur les commandes vocales. Il faut être gentil, puis il faut surtout poser les bonnes questions et donner les bonnes commandes. Elle n'a pas un spectre encore très large de compréhension. Et du coup, c'est quoi? C'est basé sur le deep learning, j'imagine qu'elle apprend exactement. au fur et à mesure, en fait. En fait, à chaque, ce qu'Amazon nous expliquait, à chaque échec de la commande vocale, ces données sont récupérées et après sont traitées, sont écoutées par une armée de gens. Attention la parano. Non, mais alors, du coup, on est vraiment sur le même type de produit que Google Home ou HomePod. C'est le concurrent de ces produits-là chez Amazon. Exactement. On est bien d'accord. Et par rapport à, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, enfin aussi le Google que je l'avais testé, qu'est-ce que ça vaut par rapport à Google Home? C'est là que Florian intervient et qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Et oui. Sur les prestations purement audio du truc, alors non seulement en tant qu'enceinte de diffusion sonore, où là, tous les reproches qu'on va lui faire, va falloir les tempérer un peu par le fait que déjà, elle est pas très chère, c'est la moins de toutes les enceintes principales des principaux fournisseurs. Le HomePod, il est à 350 €, je crois, donc voilà, quand même bien cher. Le Google Home, il est à 150, et celle-là, elle est à 100 € prix normal, sauf qu'en fait... Alors jusqu'au lancement, donc jusqu'à la fin de cette semaine, elle est proposée à moins 50%, donc elle revient à 50 €. C'est le prix de lancement. Donc voilà, du coup, c'est une enceinte qui est vraiment surtout faite pour donner la voix d'Alexa, pas tellement pour écouter de la musique. Et heureusement, parce que le son, il est vraiment pas terrible. Il est vraiment pas terrible, et puis surtout, il est... J'aime t'es très mesuré, t'essayes de rester mesuré malgré tout, tu vois. Non, mais parce que c'est pas horrible non plus, je veux dire, voilà, je veux pas non plus l'accabler. Vachement plus poilu. Oui, non, mais tu me connais en même temps, hein, voilà, s'il y a personne pour tenir les rênes, il y a plus personne. Non, mais ouais, en fait, non, surtout, le truc, c'est que le son est vraiment pas puissant. C'est vraiment, c'est très très limité en termes de puissance. Et puis au-delà de ça, l'autre aspect sonore qu'il a par contre est beaucoup plus important, c'est la captation vocale. Et il s'avère que là-dessus aussi, elle est pas très très bonne. Ça, c'est un vrai problème. Et elle est notamment très sensible en fait au bruit environnant. C'est-à-dire que là, juste tout à l'heure, on essayait de l'utiliser au sein de la rédac. Dans la rédac, donc la rédac elle est dans un open space. Alors il y a tout le monde qui parle, c'est un petit peu bruyant. Bon, c'est pas non plus l'enfer sur terre. Il y a quand même des gens qui travaillent un petit peu ici. Oui, puis ça reste son job premier, quoi. Voilà. De savoir. Tout à fait. Surnager. Et il faut quand même lui parler très très fort et en n'étant pas trop loin pour qu'elle comprenne ce qu'on lui dit. Sinon, elle a un peu de mal. Hurler à l'oreille. Et le pire, c'est d'essayer de lui parler quand elle émet elle-même de la musique. Alors là, dès que tu mets le volume un tout petit peu fort, c'est fini, tu n'arrives plus à lui parler, elle n'entend plus rien. Et même par rapport à une Google Home, elle est beaucoup moins bonne, quoi. On dirait trop un adolescent un peu relou qui a son casque. C'est exactement ça. Je pensais à ma mamie, c'est quelqu'un qui a pas une grosse joie de vivre, qui entend pas très bien, qui comprend pas hyper vite. Mais voilà, elle fait son mieux. On l'embrasse très fort, on embrasse très fort ta grand-mère. Mais ce qui est intéressant par contre par rapport au Home niveau purement audio, c'est que Alexa a une sortie jack. Oui, tout à fait. Ce que n'a pas le Google Home. Donc si vous voulez au moins avoir un meilleur son en écoutant de la musique, dessus. Vous pouvez brancher du coup, effectivement, ça c'est une idée qui est plutôt bonne, mais qui me fait penser du coup que la grande concurrente en fait de l'Amazon Echo, ça va être l'Amazon Echo Dot, la petite, qui a du coup des tout petits haut-parleurs.
mais qui a aussi une sortie ligne. Et je veux dire, quitte à ce que pour avoir du bon son, il faille de toute façon qu'on la branche un système externe, autant acheter la petite qui coûte moins cher. Alors le truc qu'il faudra tester par contre, c'est le micro, parce que peut-être qu'en termes de captation vocale, du coup, elle est encore moins bonne. Bon, ça, on verra quand on l'aura sous la main. Qu'est-ce qui diffère entre les deux d'ailleurs, entre l'écho dot et l'écho tout court, à part les haut-parleurs, effectivement? T'as exactement les mêmes micros. À part les haut-parleurs, T'es sûr? Il y en a combien? Il y en a. Ah ben non, il y en a que 2. Oui, voilà, c'est il y en a que 2, excuse-moi. Oui. Alors que l'écho tout court en a 7. Oui, tout à fait. Du coup, elle est plus petite, c'est ça? Elle est plus petite, c'est un galet qui ressemble au Google Home Mini. Elle est à 50 €, ouais, effectivement. Et elle est aussi en promo à 30 €. Voilà, exactement. Elle est, donc, limite pour 30 balles, tu dis, allez, achat un peu impulsif. Ouais, mais la plupart des gens ont des enceintes chez eux, avec une entrée ligne, et du coup, ça n'a pas le côté cylindrique qu'a l'écho, c'est juste un petit galet. En plus, autre truc qui est franchement sympa, c'est que non seulement elle a une sortie ligne, mais elle a même aussi en fait une sortie Bluetooth. Tu peux y connecter une enceinte Bluetooth, même un casque Bluetooth. Si elle est lente à réagir avec la latence Bluetooth en plus, du coup, t'attends 30 ans ta réponse, quoi. Du coup, je sais pas, faudrait qu'on essaye, remarque, mais en tout cas, il y a des solutions, quoi. Ouais. Mais encore une fois, c'est valable aussi sur l'écho dot, donc pas la peine de se forcer à prendre la grande écho pour ça, quoi. Ouais. Mais la question se posait déjà pour le Google Home Mini, et encore que Google Home reste une bonne enceinte. La Google Home c'est pas non plus un chef-d'œuvre le truc, mais c'est très très nettement meilleur en tout cas. On était quand même agréablement surpris. Et là, on se dit Amazon a quand même bien pris le temps de faire les choses bien, et on reste un petit peu sur notre faim, donc les tests continuent. Mais on verra ce que ça donne. Et puis comme en produit tout court, ça vaut ce que ça vaut, mais de toute façon, l'intérêt d'Amazon et l'intérêt du produit, c'est d'être un peu un cheval de Troie chez vous, qui va permettre à Amazon d'avoir beaucoup de données. Je te connais bien là. Et surtout qui va vous permettre, alors si ça capte mal, c'est embêtant, mais l'intérêt du produit est effectivement d'aller acheter facilement sur Amazon, ou d'allumer et d'éteindre ses lumières facilement. C'est vrai. Donc effectivement, les prouesses audio, c'est et de commander des pizzas. Et de commander des pizzas, parce que n'oublions pas qu'avec Domino's maintenant, on a reçu le communiqué de presse. C'est formidable. Mais voilà, donc ça m'étonne pas trop qu'Amazon n'ait pas forcément sorti le meilleur produit possible, leur intérêt à eux, c'est qu'on parle à son enceinte et qu'on lui donne un peu plus d'informations pour que Amazon.fr en sache toujours un peu plus sur nous. Oui, et je rajouterais juste un truc, c'est que les services de Google ne sont pas aujourd'hui compatibles avec l'écho. C'est-à-dire que l'écho, si tu lui demandes quel est ton agenda, il ne prendra pas en compte tes rendez-vous indiqués dans ton agenda Google. Ça ne prend pas en compte Maps, ça ne prend pas en compte Google Music, par exemple. Ouais, d'accord, donc Amazon nous ont dit qu'ils allaient s'ouvrir sous réserve d'une validation de Google. C'est pas fait encore, et donc voilà, c'est aussi un petit peu si on a une Kindle Fire TV, ça marche. La tablette, non pas Fire TV, mais la tablette Kindle. La tablette, si t'as une Kindle Fire TV, que t'es abonné à Tidal et que t'as un BlackBerry, mais alors là, t'es royal. Bon, là, on t'invite à un dîner mercredi, quoi. Bref, merci en tout cas, merci Marie et Florian pour ce petit focus sur l'Amazon Echo. Merci à tous pour cette rubrique produit, et on va terminer tranquillement l'émission avec la minute culturelle. Pour débuter cette minute culturelle, je vais laisser la parole à Corentin. Oui, et en 1 minute, je vais essayer de vous donner envie de regarder la nouvelle saison de Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est une série créée par Tina Fey, qui est depuis 2015 sur Netflix, qui raconte en 2 mots l'histoire d'un groupe de femmes qui ont été gardées dans un bunker pendant 5 ou 6 ans par un espèce de prêtre complètement dingo, et qui doivent se réacclimater à la vie à New York une fois qu'elles ont été sauvées. Et en fait, c'est cette histoire de ces 5-6 femmes qui ont été complètement coupées du monde pendant des années, et qui redécouvrent un peu les nouvelles technologies, le monde tel qu'il est aujourd'hui et tout. C'est écrit par Tina Fey, qui, pour les amateurs de sitcom et de comédie, est une des plus grandes auteurs de sitcom de ces dernières années. Et ça déborde de bonne humeur et de joie de vivre. C'est vraiment un truc hyper agréable à regarder. La saison 4 est actuellement... La moitié de la saison 4 est actuellement sur Netflix. Donc si vous n'avez pas regardé les saisons 1, 2, 3, jetez-vous dessus. La moitié de la saison 4 est actuellement sur Netflix. L'autre moitié arrive dans 3-4 mois, puisque Netflix va scinder cette saison, puisque ce sera la dernière, et je suis très triste.
D'accord, bah écoute, c'était concis, c'était parfait. Effectivement, je recommande aussi cette très bonne série. Florian. Oui. Je sens que ça va être... Eh bien moi, refusant de céder au parisianisme dont on accuse souvent la presse, je vais vous parler d'un événement polono-polonais. Pourquoi pas. Si vous écoutez, vous êtes en Pologne. Un Game Music Festival qui va se dérouler les 27 et 28 octobre à Wrocław avec l'accent, aussi connu sous le nom de Vratislavie, nom français. Voilà. Donc c'est proche de la frontière tchèque et de la frontière allemande. Okay. Parce que voilà, les gens qui me connaissent savent que dans la vie, j'ai 3 passions: la musique, les jeux vidéo et la musique des jeux vidéo. Et la géographie aussi. Et donc voilà, ce sera 2 jours de festival qui seront remplis de concerts, de rencontres, d'ateliers même, de composition, qui pourront s'adresser aussi bien aux compositeurs en herbe que aux gens qui sont simplement passionnés et qui aimeraient bien savoir comment ça marche tout ça. Ce sera en présence de 3 très éminents compositeurs de musique de jeux vidéo. Gareth Cocker, très connu pour récemment Ori and the Blind Forest ou encore la musique de Ark Survival Evolved, avec l'accent. Neil Acri, un membre de l'équipe son de Blizzard, c'est pas n'importe qui donc, qui a bossé sur StarCraft 2 notamment, Diablo 3 ou encore Overwatch. Et enfin Peter McConnell, membre de la légendaire team musique de LucasArts à la grande époque, qui a donc à ce moment-là bossé notamment sur Day of the Tentacle et qui est aussi le compositeur principal de Grim Fandango. Donc voilà, il y a des fans dans le cas. Ce festival, il sera rythmé par 4 concerts en 2 jours. Il y aura un concert de musique de chambre consacré à la musique d'Ori and the Blind Forest, forcément composé en présence de Gareth Cocker. Il y aura un concert de jazz consacré à la musique de Grim Fandango, on vient d'en parler. Il y aura aussi 2 concerts symphoniques, l'un dédié aux musiques de Blizzard, donc pour la série Diablo, World of Warcraft, StarCraft encore. Et enfin, 2e concert symphonique dédié aux musiques de Heroes of Might and Magic, et plus précisément, il y a des fans dans la salle. J'ai trop envie d'y aller. Il y a des fans dans la salle, et donc plus précisément les épisodes 2, 3 et 4 de Heroes of Might and Magic. En plus, l'épisode est parfait. Et du coup, si on a très envie d'y aller, combien ça coûte et comment on y va? Alors comment on y va? Comment on y va déjà? EasyJet ou machin, bon ça faut se débrouiller. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les passes pour le festival sont pas si chères que ça. Puisque, alors, il y a 2 formules qui existent. Il y en a une à 120 €. Avec ça, vous avez accès à tous les événements principaux, on va dire, et aux 4 concerts. Et il y a aussi des passes VIP qui coûtent 180 €. Et avec ça, vous avez accès en plus à des séances de rencontres en petit comité avec les compositeurs invités. Donc, ça peut être très, très cool. Alors voilà, moi, si vous êtes passionné, franchement, je vous conseillerais d'envisager le truc. Surtout que, qui sait, vous pourriez peut-être y croiser des gens de votre rédaction favorite. On sait jamais. Voilà. C'était le moment de... Et puis les hôtels ne sont pas trop chers. Moi qui ai pris ma place avec mon cher et tendre. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est peut-être le moment d'aller voir avec notre rédacteur en chef si on peut pas le couvrir. Je suis sûre qu'on peut négocier faire un petit budget, un truc comme ça. Un petit papier à 4 mains avec Florian. Bon, ça reste un truc de niche sur les numériques. Je sais pas si ça passera, mais bon, en tout cas, non, mais super reco. Donc, tu rappelles, ça s'appelle le Game Music Festival. Game Music Festival. La site web, c'est gmfest sans ponctuation ni rien.com. Voilà. Parfait. Et avec ça, vous devriez trouver toutes les infos qu'il faut. Ok. On va rester un peu dans le jeu vidéo. Je vais pas vous parler de musique, mais alors j'hésite à en parler parce que c'est sorti le mois dernier, mais je me suis dit quand même c'est assez notable. J'ai joué et j'ai aimé. C'est surtout ça qu'il faut retenir. J'ai aimé Détroit, le dernier jeu de Quantic Dream. Alors Quantic Dream, je rappelle quand même, c'est un studio parisien qui a fait Heavy Rain, qui a fait Beyond, qui a fait Fahrenheit, et leur premier jeu c'était The Nomad Soul. Et depuis, donc notamment depuis Fahrenheit, ils sont dans un délire très un peu cinématographique, c'est-à-dire qu'on est sur des jeux très très narratifs où il n'y a pas de notion de game over, où chaque décision en fait est censée influencer la suite des événements. Et Détroit en fait, donc déjà je pitch un peu le truc, ça se passe en 2000, je sais plus 38, quelque chose comme ça, dans un futur où les androïdes donc vivent parmi nous et sont un peu font des tâches quotidiennes, des tâches très ingrates, sont un peu nos esclaves, faut le dire. Ça va de celui qui va te charger tes courses à l'esclave sexuel, etc. Et évidemment on va jouer alternativement 3 androïdes
androïdes qui vont se découvrir une conscience et vont dire que non, ça suffit, on en a marre de se faire traiter comme ça par les humains. Voilà, le pitch de base est assez classique, hein, finalement, c'est des thématiques de science-fiction déjà connues. Et franchement, ça a été un jeu qui se joue très très vite. On a juste envie de passer ses soirées dessus pour le terminer parce que ça se tient très bien jusqu'au bout. C'est plutôt bien écrit. C'est clairement, je pense, le meilleur jeu en termes d'écriture, en termes de rythme, le meilleur jeu qui a été fait par Quantic jusqu'à présent. C'est super beau. Il y a notamment quelques séquences artistiquement parlant qui sont très très belles, très très fortes. Donc plutôt une bonne surprise. Alors ça n'échappe pas quand même à quelques grosses ficelles, quelques gros clichés. Il y a des choix, voilà, par moment tu sens que ça y va un peu au forceps en termes de discours, etc. Des parallèles avec évidemment avec certains épisodes sombres de notre histoire. Ça se passe à Détroit déjà, donc voilà, il y a le parallèle avec les luttes raciales est assez évident et par moments un petit peu pâteau, mais globalement je trouve que ça se tient vraiment bien. Moi je l'aurais dit, voilà, c'est une bonne surprise. Et si vous avez détesté Beyond, c'est normal parce que c'est nul, mais de redonner une chance peut-être à ce jeu-là, surtout si vous êtes sensible à ces thématiques de science-fiction, c'est vraiment pas mal du tout. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, c'est que même quelqu'un comme moi, par exemple, qui a détesté, mais vraiment détesté Beyond, non pas parce que je suis pas client de l'idée du concept, mais simplement parce que j'ai trouvé que l'écriture était misérable. Malgré tout, tu me conseillerais quand même d'y jouer. Je te conseillerais d'y jeter un œil. Ouais. Je pense que tu peux changer d'avis sur ces jeux-là. Et puis on peut parler de cette arborescence incroyable quand même. Voilà, il dévoile vraiment les backstage. C'est ça. Ouais. C'est qu'à la fin de chaque chapitre, tu vois tout ce que tu as. Enfin, tu vois sans savoir en quoi ça consiste, mais tu vois à peu près l'arborescence de tout le chapitre et le chemin que tu as pris en fait. Des endroits d'embranchement et donc vous pouvez revenir à certains choix pour explorer d'autres fins. Et ça, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, c'est assez bien et ça se tient globalement. Quelques descriptions presse, ça se tient bien quoi. Ça reste assez cohérent. Vraiment pas mal du tout. Et les fins changent vraiment en fonction des choix. Oui, très différentes. Il n'y a pas un tronc commun auquel on est tout le temps. Sur quelle plateforme ? Alors oui, exclusivité PS4. Donc déjà, il faut avoir une PS4, hein, évidemment, parce que c'est un jeu édité par Sony. Hein. Quantic travaille avec Sony depuis Heavy Rain. Hein, ils travaillent avec Sony maintenant, avec Sony, donc c'est un jeu PS4 et voilà, je le conseille. Très bien. Mathieu, tu vas conclure. Ouais. Tu as la lourde tâche de conclure. Alors, je vais être hyper original, je vais parler de jeux vidéo. C'est incroyable. La prochaine fois, promis, on essaiera d'être un peu plus varié, mais sauf qu'il y a un festival de musique, un jeu vidéo et moi, un podcast. Un podcast, voilà. Joystick, le podcast, que je vous encourage à écouter. Pas tout de suite, hein. Finissez celui-là. Finissez d'abord. Voilà, je fais de la pub pour un autre podcast, mais c'est comme ça. Donc, c'est fait par Corentin Lamy, qui est journaliste au Monde, qui a travaillé la dernière année du magazine Joystick avant qu'il ne s'arrête. On le connaît bien avec JK parce que j'y ai écrit un petit peu. On peut faire un disclaimer, j'y ai travaillé aussi, c'est un ami, c'est produit par un podcast que j'anime, donc voilà. On fait un disclaimer, on est un petit peu dans le copinage, mais malgré tout, c'est un lami. C'est un lami, merci. Un lami, voilà. Il est temps que cette émission s'arrête. Mathieu. C'est surtout un excellent podcast, je vais essayer de me raccrocher comme ça. Voilà. C'est un excellent podcast qui va s'intéresser non pas à ce qui est paru dans le magazine, mais surtout aux coulisses de comment était fait ce magazine dans un monde de la presse jeux vidéo qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. C'est un magazine qui est né dans les années 89, 88, 88 exactement. Voilà, qui a duré jusqu'en 2012. Voilà, des centaines de numéros, plusieurs équipes qui sont comme ça renouvelées par le temps, mais toujours avec un esprit commun de joyeux foutoir. Ouais, voilà. C'était un fond sérieux, mais une forme un peu déconne. Tout à fait. Et du coup, on apprend plein de choses sur la manière dont était fait ce magazine, plein d'anecdotes qui sont hyper drôles. Le premier numéro que moi j'ai écouté, il y aura toujours des invités en fait. Les deux invités sont des rédacteurs emblématiques du magazine, qui sont Monsieur Pomme de Terre et Ghana, deux frères. C'est à mourir de rire parfois. Enfin, c'est vraiment, faut écouter ça. Ils racontent des trucs des fois incroyables. Ouais, incroyable. Le deuxième numéro, il y a Moulinex. C'est ça, qui était rédacteur en chef un peu historique parce qu'il est resté pendant quasiment 10 ans à la tête du magazine. C'est un numéro que j'ai pas encore écouté, mais j'imagine qu'il est aussi très bien. Donc voilà. Et j'en profite juste quand même pour rendre un hommage à Jérôme Darnaudet, Lord Casque Noir, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui était lui aussi un rédacteur, une personnalité emblématique de ce magazine et qui après était parti pour fonder Canard PC. Des co-fondateurs de Canard PC, effectivement. Mais écoutez Joystick, le podcast, c'est vraiment c'est drôle, on apprend plein de choses sur le magazine et comme on est beaucoup, je pense, en avoir eu un entre les mains à un moment donné. Si vous avez plus de 30 ans, il y a des chances que vous avez aimé les jeux vidéo
vidéo, il y a des chances que vous ayez du joystick à un moment de votre vie. Ou en tout cas, vous en avez entendu parler. Oui, c'est clair. Voilà. Eh bien, merci Mathieu. Eh bien, en tout cas, c'est la fin, ça y est. On a terminé ce deuxième numéro de l'Énigme l'émission. On espère que vous avez apprécié l'écoute. On va remercier déjà Marie et Benoît à la technique pour la réalisation de l'émission. On remercie également Blue pour le prêt des micros qu'on utilise, les micros Yeti. Et nous, on se dit à rendez-vous dans un mois pour parler tech et de plein d'autres choses. Allez, bisous, ciao. À la prochaine. Salut.